Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup d'être à nouveau au rendez-vous pour ce 106e rendez-vous du futur. Un rendez-vous, je vais finir par savoir le dire au bout de 8 ans quand même. Rendez-vous du futur. Ah bah tiens, j'en profite pour faire un petit spoiler d'ailleurs. On va bientôt changer de nom. Je vous en dis pas plus. Rendez-vous dans quelques mois donc et merci beaucoup d'avoir suivi cette grande soirée. Bref, vous êtes bien sur le hashtag RDVF sur Twitter, vous nous suivez sur la page Facebook, sur le site, ou enfin bref, où vous voulez. Vous êtes peut-être dans le bus, vous êtes chez vous, vous êtes au travail, il faudrait peut-être rentrer, mais regardez-nous bien sûr sur votre petit écran. Installez-vous confortablement, on va passer une petite heure et demie ensemble avec un invité qui nous fait vraiment plaisir de recevoir ce soir, Fred Cavazza, bonsoir. Bonsoir, et je suis également très content d'avoir été invité. Mais nous, ça nous fait vraiment plaisir aussi. Et vous allez voir, alors vous nous direz à la fin si ça vous a fait plaisir d'être passé nous voir et d'avoir joué ce jeu des rendez-vous du futur. Mais j'en suis assez persuadé. C'est une soirée, évidemment, comme depuis 8 ans, une soirée conçue, concoctée avec amour par les magiciens de la JD Carré, les hôtes si agréables et précieux du Cube et les professionnels de Triple C. Merci à tous d'avoir mitonné vraiment ce nouveau rendez-vous. Alors, moi j'ai le privilège de commencer, vous ne voyez pas Niels. Niels normalement est ici, il va nous rejoindre un petit peu plus tard, Niels Aziosmanov, le président du Cube. Vous retrouverez également les différents rendez-vous, vous retrouverez les acteurs du changement avec Charlie Bertoneau, vous retrouverez la chronique 12 Good Web avec Nicolas Opno, vous retrouvez une nouvelle chronique, un nouveau rendez-vous. Il fallait Fred Cavazza pour déclencher ce nouveau rendez-vous, et ce nouveau rendez-vous c'est la chronique de Merton. Pareil, je vous en dis pas plus, vous le verrez tout à l'heure. Et donc moi j'ai ma petite séquence à moi. Moi je m'attache à l'humain, non pas que Neil s'attache à la techno hein, évidemment et aux chiffres, mais je m'attache moi à des questions. Vous allez voir, il y a une question qui nous taraude à chaque fois. C'est qu'est-ce que vous répondez à un enfant de 8 ans quand il vous demande ce que vous faites dans la vie? Alors ça, c'est une question piège. Ah c'est vachard. Je lui dis que j'aide les entreprises à savoir quoi faire avec Internet. Ça, c'est l'explication courte. Et l'explication un petit peu plus longue, s'il dit oui, mais c'est quoi au jour le jour? Au jour le jour, ça veut dire que je me documente depuis près d'une vingtaine d'années sur les usages, sur les innovations, sur les technologies. Tout ça, ça forme un savoir qui est mis à disposition à travers du conseil, à travers des conférences que je peux donner, à travers des formations. Voilà. Parfait. Et quelles rencontres ont été des marqueurs, des changements de cap dans votre parcours, des mentors en quelque sorte? Alors là, ça aussi, c'est une question piège parce que j'ai rencontré beaucoup de gens sur les 20 dernières années. Très honnêtement, je ne saurais pas vous dire. Il n'y a pas un pivot? Ça peut être un prof d'ailleurs, ça peut être une... J'avais eu une rencontre intéressante, c'était il y a plus de 10 ans avec Laurent Alexandre, qui à l'époque était le fondateur de Doctissimo, et on avait eu une discussion sur comment il voyait évoluer le web. À l'époque, on ne parlait pas encore de l'intelligence artificielle, mais on a vu une discussion très intéressante et je m'en souviens assez bien. Et alors, est-ce qu'il se voyait, est-ce qu'il a vu un peu sa propre évolution, lui, par exemple? À l'époque, c'était à une dizaine d'années. Lui, il voyait la fin de Doctissimo puisqu'il allait revendre. Il se voyait après dans le bioengineering parce qu'il a il a racheté une société qui fait du séquençage ADN et ainsi de suite. Donc oui, il se voyait bien là-dedans. Il se voyait bien là-dedans. Alors, on dit de vous que vous êtes ce qu'on appelle un influenceur. C'est buzzword s'il en est de la décennie. Ça évoque quoi pour vous? C'est quoi un influenceur? Un influenceur, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'audience. On va le définir comme ça. Je ne saurais pas le définir autrement. Après, l'influence, c'est quelque chose qui est quand même assez subjectif. C'est difficilement mesurable. Un influenceur, c'est quelqu'un qui partage ses idées auprès d'une audience qui veut bien l'écouter. Allez, voilà, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Avant-dernière question, ce soir, on le sait, comme dans chaque émission, mais bon, on est dans la Startup Nation, on va forcément utiliser pas mal d'anglicismes. Et c'est quelque chose qui vous titille quand même. J'aime pas les anglicismes. Mais pourtant, vous travaillez dans le numérique, j'ose pas dire digital, ça doit vous provoquer quelques aigreurs d'estomac tous les jours au final. Quand même pas des aigreurs d'estomac, mais c'est pour moi une discipline à avoir. Il y a une traduction pour chaque terme anglais. C'est possible, c'est simplement une discipline à avoir et c'est un peu une espèce d'excentricité que je m'autorise. Voilà, essayer de lutter contre les anglicismes et d'appliquer la clause Molière au numérique. Pas mal. Toute dernière question. Une question double d'ailleurs. C'est quoi votre livre de chevet en ce moment? Je dis bien livre. Alors ça peut être livre numérique bien sûr.
Le livre de chevet, je suis en train de lire Armada, qui est le livre de l'auteur qui a écrit Ready Player One, qui est au cinéma en ce moment. Le dernier film de Spielberg. Oui, voilà, c'est plutôt intéressant. C'est toujours sur les mêmes thèmes, sur les jeux vidéo et la façon dont jeux vidéo et réalité se croisent, surtout dans la tête des adolescents. Et je pense que c'est intéressant parce qu'il est vraiment en train de se passer un vrai phénomène culturel. La génération des jeunes d'aujourd'hui sont imprégnés des jeux vidéo et ça va être une génération avec des codes très différents de ce que nous on a pu vivre, puisque nous on a plutôt grandi avec la télévision, nos parents ont grandi avec la radio, donc voilà, à chaque génération son média et je suis persuadé qu'ils vont avoir des réflexes, ils vont avoir des raisonnements qui seront très différents et qui seront imprégnés de cette culture des jeux vidéo. On va certainement en parler tout à l'heure avec Niels. Ready Player One, le dernier Spielberg, alors votre avis, vous en avez pensé quoi? Le film est bien, le livre est encore mieux parce que c'est toujours condensé. Pour faire un film, il faut condenser les scènes d'action d'un livre, donc dans tous les cas de figure, privilégier les livres au film. Mais le film est intéressant. On passe à la revue de presse et pendant la revue de presse, Niels va nous rejoindre. La revue de presse concoctée par Jérémy Durand, @archipuck, et Coralie Huchet, @njch. On le sait, la transformation numérique est un processus culturel plus que technologique, un changement de société en profondeur qui se doit d'être accompagné par les pouvoirs publics. Et après un premier élan axé sur la French Tech, le nouveau cheval de bataille du gouvernement français semble être l'intelligence artificielle. Cédric Villani, mathématicien et député, a dévoilé récemment son rapport sur le sujet. Comme il l'explique dans une interview donnée à Uzbek Erika le 28 mars, la nécessité d'anticiper la transformation des emplois par l'intelligence artificielle est au cœur de l'économie de demain. Il en appelle alors à la responsabilité de l'État. L'IA est un domaine dans lequel la notion de souveraineté est centrale du point de vue de la recherche comme de celui des applications. Comme le rapporte un article du 29 mars publié sur le site Mashable, la réaction du président de la République ne s'est pas fait attendre. Et Emmanuel Macron a annoncé allouer 1,5 milliard d'euros au secteur de l'intelligence artificielle. Le but de la manœuvre, endiguer la fuite des cerveaux, refinancer la formation des ingénieurs et aider les pôles recherche et développement des entreprises du secteur, le tout pour faire face aux mastodontes américains et chinois. À l'heure du RGPD, la France a 2 atouts majeurs, l'éthique et l'Europe. Comme l'article le précise, si la France agit seule dans son coin, ces règles risquent simplement d'être un frein par rapport à d'autres pays qui ne s'embarrassent pas de telles précautions. Mais la situation est tout autre si c'est l'Europe qui pèse de tout son poids. Dans un article du même jour, Science et Avenir revient quant à lui sur le soutien apporté par Microsoft à ce nouvel axe politique. L'entreprise a annoncé la création de 3000 emplois et un investissement de 30 millions de dollars sur le territoire à l'horizon 3 ans. Plus encore, le géant américain souhaite contribuer à sensibiliser et à former 400 000 personnes avec la création du programme Compétences IA fondé sur l'acquisition des compétences autour de l'IA, du cloud et du code pour tous. Car comme toujours, la clé semble être la formation des personnes. À ce titre, le site Numérama est revenu le 16 février dernier sur les cours d'humanité numérique et scientifique inclus dans la prochaine réforme du lycée et du bac. Si ces enseignements ne seront mis en place qu'en 2021, un appel est déjà lancé pour qu'ils soient prodigués dès le collège. Gestion de l'identité numérique, bon usage des réseaux sociaux, qualification de l'information, il s'agit que tous nos jeunes deviennent des citoyens avisés dans notre monde connecté. L'avènement de l'homo numericus est en marche. Merci Archipuck et merci NJCH. Niels Asiosmanov, bonsoir. Bonsoir, Éloi. Mon vieux compagnon Bonsoir, Fred. Bonsoir. depuis 106 émissions, 106 ans, oui, non pas encore, mais un jour sans doute, on pourra. On va d'ailleurs en parler de l'humanité augmentée. Absolument. Niels, je vous laisse la parole. Déjà, merci beaucoup d'être ici. Avant de démarrer, je voudrais juste signaler la revue Vision Solidaire pour demain. Un numéro avec beaucoup d'articles passionnants et notamment une interview de Ariel Kirou et Cynthia Fleury. Ariel qui est un des contributeurs réguliers de la revue du Cube, qu'on a reçu plusieurs fois ici. Voilà. Donc je ne sais pas si on peut le voir à l'écran. Voilà. Si, on le voit bien. Alors, Fred, moi j'ai été voir votre blog, comme beaucoup de gens, vous êtes très suivi. C'est incroyable le nombre d'articles qu'il y a et d'articles de qualité, de thématiques que vous abordez. Alors moi j'ai une première question qui n'est pas une blague, c'est est-ce que vous utilisez un générateur automatique de texte pour votre blog ? Non, pas du tout, c'est tout fait à la main, du jus de cerveau pur et dur. Non, le blog c'est presque 4000 articles sur une quinzaine d'années, donc
Alors je suis presque déçu parce que vous parlez de ces technologies de génération, pas que de texte, hein, de tout un tas de choses avec l'intelligence artificielle, on va y revenir. Mais en même temps, comment vous trouvez le temps d'écrire tous ces articles, 4000 articles? Est-ce que ça fait vraiment partie? Vous levez le matin et 5 heures du matin, vous mettez à écrire. Comment vous faites pour... Pas à 5 heures du matin. Ouais. Par contre, il y a une discipline effectivement à avoir au niveau de la veille. Oui, parce que Ces ça dernières demande- années, la veille est très très fournie, donc ça donne plein de sujets à travailler, c'est plutôt agréable. Et du coup, j'imagine que vous baladez pas mal dans tout un tas d'événements aussi pour cette veille, quoi. C'est pas simplement lire des articles, c'est aller voir dans les événements. Récemment, vous étiez au CES, je pense, des événements comme ça. Enfin, Effectivement, j'ai la chance d'être invité à des manifestations professionnelles. Ça, c'est intéressant parce que ça permet d'être concentré sur 1 ou 2 jours, des témoignages, des professionnels, des experts, donc pouvoir les approcher, discuter avec eux. Ça permet d'alimenter en fait la machine à réfléchir. alors du coup, j'ai été lire plein de choses. J'ai pioché un certain nombre de thèmes qu'on va parcourir ensemble, si vous voulez bien. Le premier d'entre eux, c'est peut-être l'intelligence artificielle, puisqu'effectivement, il y a une grosse actualité en ce moment avec le rapport Villani notamment. Alors vous dites, dans un de vos blogs, vous dites que c'est un outil de productivité comme les autres. Et moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est vraiment comme les autres? Vous parliez de Laurent Alexandre tout à l'heure. Laurent Alexandre a quand même sorti un bouquin, La guerre des intelligences, où il remue le MEDEF et tout le reste sur le sujet. Est-ce que c'est vraiment un outil comme les autres? Oui, c'est tout à fait un outil comme les autres. On a aujourd'hui tout un débat autour de l'humain augmenté et qu'est-ce qui va se passer dans le futur, dans 10 ans, dans 15 ans, quand on mettra des puces dans notre cerveau. Essayez plutôt de voir ce qui s'est passé dans le passé. À partir du moment où vous utilisez une calculatrice, vous êtes un humain augmenté. À partir du moment où vous rédigez un texte dans un traitement de texte et qu'il y a un correcteur orthographique, vous êtes un humain augmenté. Donc c'est important de comprendre que ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on est augmenté en tant qu'humain, notamment dans un environnement professionnel, et que ça se passe très bien. Oui, vous dites l'intelligence artificielle est une intelligence simulée. Grâce à elle, on obtient de l'intelligence augmentée, ce que vous venez de dire. Finalement, l'humain plus de l'intelligence artificielle, ça fait du GPS, par exemple, ces fameux outils qu'on utilise, le smartphone, etc., qu'on utilise tous les jours. Alors, dans les années 70, avec 1 000 $, on pouvait acheter une capacité de calcul équivalent à l'intelligence d'une bactérie. Aujourd'hui, c'est celle d'un singe. En 2030, sera celle d'un humain. Mais on restera dans la fameuse IA dite faible. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser la différence entre l'IA faible et l'IA forte? Parce que ça reste un grand sujet de débat. L'intelligence artificielle faible, c'est celle qui est capable de traiter des questions assez simples sur un sujet très étroit. D'accord ? Donc elle va mettre sa puissance de calcul à disposition pour analyser un problème et pour proposer des solutions ou faire une interprétation des données. Par exemple, gagner une partie d'échecs, gagner une partie de Go, prédire des coups au poker ou éventuellement prédire l'évolution de billets d'avion. Donc ça veut dire qu'il faut autant d'intelligence artificielle qu'il y a de sujets. Et la voiture sans pilote, c'est intelligence artificielle faible aussi? Quelque part, dans la mesure où c'est essentiellement de la reconnaissance visuelle et d'environnement. Donc il y a plusieurs types de capteurs sur une voiture autonome, mais c'est essentiellement ça. J'essaie de comprendre mon environnement et j'ai des réactions. Ça peut être freiner, accélérer, ça peut être tourner le volant. Voilà. D'accord. Donc si je comprends bien, l'intelligence artificielle faible, c'est celle qui permet de faire du calcul massivement parallèle sur des sujets différents, de faire des corrélations extrêmement vite, ce que l'humain, lui, ne peut pas faire à cette vitesse-là. Et ça permet donc notamment de faire de la voiture autonome ou des choses comme ça. Et alors l'intelligence artificielle forte, ça va être à quel moment on passe du faible au fort? Enfin, d'après vous, parce qu'après, chacun a peut-être un peu son idée, mais... L'intelligence artificielle forte, c'est d'abord avant tout une théorie. Donc il n'y a pas de seuil à partir duquel on passe d'une IA faible à une IA forte. L'intelligence artificielle forte, c'est celle qui sait traiter tout type de problème. Donc, quelque part, c'est l'être humain. L'être humain, avec un petit peu de temps et de bonne volonté, il est capable de répondre à n'importe quel type de question. Il sait s'adapter. Chose qu'aujourd'hui, les robots, qu'ils soient physiques ou logiques, ne sont pas capables de faire. Ils ne savent pas s'adapter. On les aide à s'adapter, mais ils ne savent pas s'adapter tout seuls. Ce qui veut dire que c'est une appréhension contextuelle globale, c'est-à-dire il faut être ce que fait l'humain. L'humain, il est capable de
ressentir, on va dire, pas simplement intellectuellement, mais Complètement. émotionnellement, etc. Complètement. Ce qui l'entoure, ce que évidemment l'intelligence artificielle n'a pas encore aujourd'hui. L'intelligence, elle est artificielle. On lui demande de réfléchir, on la programme pour réfléchir à un sujet donné dans un contexte donné. Donc la conscience, une conscience virtuelle, pour vous, c'est pas demain la veille encore. Certains disent que c'est presque peut-être impossible. En même temps, d'autres disent qu'on est fait d'algorithmes biochimiques et après tout, un jour, on arrivera à modéliser tout ça. Peut-être un jour, en tout cas, pour clore définitivement ce débat, écoutez ce que disent les spécialistes. Donc, quand je dis spécialistes, c'est les responsables de la recherche chez Google, chez Facebook. Eux disent l'intelligence artificielle forte, on n'y est pas et on n'y sera jamais. Donc, Mais à partir du moment où eux n'y croient pas, pour moi, le sujet est clos. Est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à le dire parce que ça fout les jetons, quoi? Est-ce qu'il n'y a pas aussi ça derrière? Pourquoi il y en a d'autres qui, par ailleurs, eux disent si ça va très vite, Elon Musk, Bill Gates, Stephen Hawking, etc. Elon Musk, il a des voitures à vendre, donc je mets en doute sa bonne foi dans cette histoire. D'accord. Des voitures autonomes, on est d'accord. Oui, tout à fait. Alors, on va aborder un peu le rapport Villani, puisque c'est le grand sujet du jour. Alors, lui, ceux qui ont travaillé dessus ont repéré 4 grands secteurs stratégiques: la santé, le transport, l'environnement, la sécurité. Alors, première question, est-ce que pour vous, vous auriez fait ce choix, vous l'auriez priorisé comme ça, ou est-ce que vous pensez que non, il y a un ou des trous dans la raquette par rapport aux grandes thématiques? Est-ce qu'il en manque ou pas? Et après, question 2, on va peut-être les passer très rapidement en revue, voir si vous avez des commentaires à faire. Non, je pense que les choix sont très pertinents. Il y a 3 secteurs, notamment la santé, le transport et l'environnement, qui sont aujourd'hui des secteurs d'activité qui est quasiment manuel. Aujourd'hui, quand vous allez chez le docteur, il vous ausculte à la main, il discute avec vous, il vous rédige une ordonnance à la main que vous allez porter vous-même à la pharmacie. Tout ça est extrêmement archaïque, donc c'est dans ces secteurs-là qu'on peut avoir les meilleurs gains de productivité. Donc là, c'est la dématérialisation, on va dire, un petit peu de toute la chaîne de soins. Et il y a également, la santé prédictive. Est-ce que vous pensez que ça, c'est un domaine dans lequel la France peut jouer une carte? Oui. Complètement. Le fait d'accumuler en fait des données, mais au niveau de la nation, du territoire, de faire tourner des algorithmes pour essayer d'identifier des schémas qui se répètent et potentiellement des traitements ou des protocoles médicaux qui feraient une meilleure utilisation des ressources, donc moins de médicaments, et qui permettraient de faire en sorte qu'il y ait moins d'accidents ou peut-être des effets secondaires un peu moindres. Jean-Michel Billot, qui était venu à un rendez-vous du futur, et on avait particulièrement parlé de cette thématique-là, la e-santé, parce qu'il est très sensibilisé à ça. Et lui, finalement, se lamente un peu régulièrement sur son blog du fait qu'en France, il y a des barrières culturelles très fortes à la question de la e-santé et justement de l'utilisation des données. Mais c'est parce qu'on a le choix. En France, on est parmi les pays les mieux lotis au monde. On a une santé qui est gratuite, on a accès à des équipements de pointe, on a accès à du personnel qui est formé, et on a le luxe. Donc forcément, on peut se permettre de pinailler et de dire non, moi je veux pas me faire examiner par un robot, je veux pas qu'un algorithme me dise quel médicament prendre, je veux que ce soit un médecin qui soit physiquement devant moi. En France, on a le choix. C'est pas le cas en Angleterre, c'est pas le cas aux États-Unis. Là-bas, ils ont une approche beaucoup plus pragmatique parce que c'est ça ou rien. Alors, le transport, on va les regarder vite fait parce qu'après, il y a d'autres questions. Le transport, donc là, c'est plus particulièrement le rapport pointe l'arrivée de la voiture sans pilote. Des commentaires à faire là-dessus. On peut dire que aujourd'hui, c'est dans le paysage. Qu'est-ce qui bloque? C'est la question. Complètement. C'est quoi? C'est du juridique aujourd'hui qui peut bloquer sur les assurances éventuellement? Même là, j'ai vu qu'il y avait une assurance allemande qui disait aujourd'hui c'est OK, je peux assurer. Je pense qu'on ne regarde pas forcément dans la bonne direction. Pour moi, l'essentiel des gains qu'on peut trouver, ça serait plus dans le monde de l'entreprise, notamment dans le transport des marchandises. Oui. Si on parvient à automatiser, par exemple, 80% du temps de transport, notamment tous les trajets qui se font sur autoroute des camions, c'est un gain qui est énorme. Après, les derniers kilomètres, on fait monter un humain dans le camion qui va livrer la marchandise et qui repart. Rien que ça, déjà, ça serait un très gros progrès. Après ça, le fantasme de la voiture autonome que l'on invoque, qui arrive devant chez nous, on monte dedans et nous emmène d'un point A à un point B. Jusqu'à preuve du contraire, ça existe. Ça s'appelle Uber, ça s'appelle le cab, ça s'appelle chauffeur privé. Et en plus, ça donne de l'emploi à des jeunes de banlieue. Donc non, c'est pas là-dessus qu'il faut mettre l'investissement. C'est plutôt, encore une fois, dans le monde de la livraison de marchandises. Ça, c'est plus intéressant. Sur l'environnement,
l'ouverture des données écologiques sur tout ce qui est climatique, la pollution, etc. Complètement. Tout progrès est bon à prendre. Même si c'est 1% de progrès, même si c'est 0,5, on ne peut pas se permettre de pinailler. Donc là, vraiment, on va accumuler de la donnée, on va faire travailler des algorithmes pour essayer de trouver les bons modèles, pour essayer de trouver la façon d'optimiser tout ça, parce qu'on n'a qu'une planète et il faut y faire attention. Les data écologiques, on parle de quoi, par exemple? On parle par exemple du capteurs. taux de pluviométrie, on parle de l'énergie solaire, on parle de tous les capteurs qu'on peut retrouver en campagne ou en ville. Enfin, tout ça, c'est de la donnée qui doit être libéralisée, qui doit être mise à disposition. Pour se réapproprier sa dépense énergétique, etc. Oui, ou pour permettre à tout un chacun, que ce soit des grands industriels ou des startups, encore une fois, de trouver des solutions et de proposer des choses. Et enfin, le sujet qui fâche ou pas, c'est la sécurité. Donc, avec quand même aujourd'hui ce qu'on appelle la cyberguerre, qui évidemment monte en puissance de plus en plus, et la fameuse question des armes autonomes. Alors, les armes autonomes de défense, elles existent depuis longtemps. Il y en a sur la frontière coréenne, par exemple, depuis très longtemps. Le sujet, c'est les armes autonomes d'attaque. C'est là où ça devient un peu plus chaud. Donc, est-ce que c'est un sujet... C'est un sujet militaire qui doit être traité par les professionnels, donc par les militaires eux-mêmes. Moi, en tant que civil, j'ai pas mon mot à dire. Vous croyez pas que les S'il y a un citoyens ont un conflit, mot à dire sur les armes S'il y a un conflit, c'est pas moi qui vais prendre mon fusil et qui vais y aller. Je laisserai faire les militaires. Je paye des impôts pour avoir des services publics, la police, l'hôpital, l'armée. Laissons faire les militaires et ne donnons pas ce débat aux civils, parce que je ne pense pas qu'ils comprennent, qu'ils aient toutes les informations en main pour bien réfléchir là-dessus. Alors en même temps, c'est un vrai sujet, parce que le militaire, il obéit au politique. C'est-à-dire que dans la chaîne de commandement, celui qui est tout en haut, c'est le politique. C'est-à-dire que quand le drone est proche de sa cible, prêt à tirer, le militaire, pour appuyer sur le bouton, attend que le politique donne le go. Donc, au bout du bout, c'est le politique, et le politique, il est élu par le citoyen. Donc, il y a quand même là une boucle qu'on ne peut pas complètement ignorer. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faut aussi plus de débats, de sensibilisation du public sur ces questions-là ? Je ne suis pas très à l'aise sur le sujet. J'ai pas forcément réfléchi à ces questions-là, donc je préfère pas m'exprimer. En tout cas, c'est une question qui a le mérite d'être posée dans le rapport. Hein, parce que je trouve ça plutôt bien. Ce qui est important également dans ce 4e thème sur la sécurité, c'est qu'aujourd'hui, il ne se passe pas une semaine sans qu'on découvre une faille de sécurité, donc du piratage de données, notamment dans les entreprises privées. Il faut qu'on ait des solutions robustes pour identifier ces failles et les anticiper. Et dans ce domaine-là, je pense que les intelligences artificielles vont apporter beaucoup de choses et vont nous aider à un petit peu mieux nous protéger, parce que ça en fait des numéros de carte bancaire et de téléphone qui sont en circulation. Là, c'est un petit peu inquiétant tout ça quand même. Alors il y a un sujet justement, toujours dans le rapport, hein, qui est celui de développer une éthique des algorithmes, c'est-à-dire l'explicabilité, la transparence pour tout ce qui est accès au crédit, au logement, à l'emploi, aux soins, etc. Il y a des algorithmes qui fonctionnent aujourd'hui et qui font que de manière automatique, quasi, on va pouvoir accéder à un emprunt ou pas, par exemple, sauf qu'on ne sait pas comment ça marche. On l'a vu même pour les étudiants en fac, etc. Vous êtes d'accord avec l'idée qu'il faut aller un peu plus loin là-dessus, ou vous pensez que c'est au contraire un frein J'imagine que vous faites référence au score de citoyenneté, le Citizenship Score, qui est en train d'être déployé en Chine actuellement. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi ils font ça. Aujourd'hui, en Chine, il y a 1,2 ou 3 milliards d'habitants. Si vous voulez changer de logement, si vous voulez que vos enfants changent d'école, si vous voulez faire une demande de prêt, il faut passer par une administration qui aujourd'hui est saturée. Donc vous faites une demande, mais elle n'est pas traitée. Donc eux disent, si on veut accélérer la manœuvre, être en mesure de traiter plus rapidement les demandes de crédit, les demandes de logement ou de changement d'école, il faut qu'on l'industrialise, il faut qu'on l'informatise. Et pour ça, il faut qu'on puisse évaluer, donc donner un score aux citoyens pour pouvoir faire passer ceux qui le méritent en premier et les autres après. Donc, c'est la condition. Vous ne pensez pas qu'il y a un risque, une dérive forte? Bien sûr qu'il y a un risque. Il y a potentiellement, c'est effectivement, il va y avoir des petits malins qui vont essayer de piéger l'algorithme et ainsi de suite, mais c'est ça ou rien. En Chine, vous faites une demande de logement social, elle n'est pas traitée, ou elle est traitée dans 1 an ou 2. Donc, encore une fois, c'est ça ou rien. Il faut comprendre pourquoi ils le font. En fait, moi, j'avais entendu qu'une des raisons était qu'il y a une sorte de mafia un peu locale, installée un peu partout, et que quand, justement, vous faites une demande de logement, ça passe par ces mafias locales, et que c'est une manière de désintermédier. Enfin, la manière de présenter le projet, on va dire convenable, c'est de dire on va éradiquer la mafia
par ce système-là. Sauf que celui qui sera la tête du système en question, ça sera le plus gros mafieux de la bande, quoi. Complètement. On le voit déjà avec ceux qui implémentent effectivement ce score, notamment les sociétés de crédit. Là, on parle de Ant Financial, qui est une filiale de Alibaba, je crois. Tout ça sont des sociétés privées. On ne sait pas trop où ça va aller. Là, on est Tout en sachant que, dans tous les cas de figure, on est en terrain connu, puisque c'est ni plus ni moins que ce qui a été fait aux États-Unis il y a 30 ans avec le credit score. Donc on sait plus ou moins ce vers quoi ils vont. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Black Mirror quand on entend ça, parce qu'il y a notamment un épisode qu'il faut tous voir, où on est tous notés de cette manière-là. Sauf que eux font plus référence aux réseaux sociaux numériques et pas forcément à ça. C'est pas pour avoir un logement forcément. Je pense qu'il ne faut pas voir encore une fois cette histoire de score citoyen comme quelque chose de mauvais. La façon dont les Chinois l'expliquent, c'est qu'ils disent aux États-Unis, le credit score, c'est celui qui a permis de libérer la consommation. C'est parce qu'on était en mesure d'accorder un crédit à la consommation en très très peu de temps. Donc eux, ils comptent là-dessus. Ils comptent sur le fait que pour que les classes moyennes, voire les classes un petit peu plus basses se développent, il faut leur donner les moyens économiques, sous-entendu, il faut leur donner du crédit, il faut leur octroyer du crédit. Et si ça permet de faire ça, quelque part tout le monde gagne. On a des classes moyennes et basses qui s'équipent, on a un marché local qui se développe parce qu'on vend des biens, des prestations et ainsi de suite. Encore une fois, ça profite à l'économie globale. Donc ce n'est pas forcément une mauvaise chose. D'où l'importance de remettre également en contexte le contexte de ce qui se passe en Chine, de leur situation précise à eux. Et là, je remets juste en contexte, c'est la toute première chronique d'un vieux compagnon aussi, puisqu'il est là depuis le début dans cette aventure Rendez-vous du futur. C'est la chronique de Merton. Voilà, il s'est lancé et il lui fallait le déclic Fred Cavazza pour se lancer. Alors Merton, c'est parti pour ta chronique. Et puis, je crois que tu poses une question d'ailleurs à Fred. On se retrouve juste après ça. Bonjour à tous et bonjour à Frédéric Cavazza. Alors, je suis aujourd'hui ici pour vous parler des données et du récent scandale Cambridge Analytica, mais pas que. Alors, on le sait, les politiques aiment beaucoup les données parce que ça leur permet d'avoir énormément d'informations sur la population, de se faire élire, de se faire réélire. On connaît les liens du FBI, de la NSA avec les grands groupes, avec les GAFA, pour avoir un maximum d'informations sur tout ce qui se passe sur les territoires. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, on voit que c'est pas nouveau. On voit fleurir ce genre de mème avec Mark Zuckerberg aujourd'hui, suite au scandale. Néanmoins, dès 2012-2013, en fait, on avait déjà ce genre de mème avec Barack Obama et on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et les techniques de Barack Obama pour se faire élire ne sont pas si différentes de celles de Trump, en tout cas dans l'utilisation massive et le recours massif aux données que pouvaient récupérer les GAFA sur les électeurs. Alors, on sait aussi que Mark Zuckerberg est en train de faire une tournée un peu partout aux États-Unis qui ressemble énormément à une tournée électorale et on peut se poser la question, est-ce qu'en termes de démocratie, on n'a pas un souci quand on a un outil qui sait trop de choses sur sa population? Et je parle de Facebook, mais évidemment, on a Google qui protège la vie privée des vaches certainement mieux qu'il le fait avec nous. Et on peut même plus faire une partie de World of Warcraft sans que la NSA regarde ce qu'on fait. Perso, s'ils avaient 5 minutes pour m'aider à monter, ça m'aiderait. C'est quand même, il y a des raids qui sont un peu compliqués. Outre ça, on peut aussi se demander si on rentre pas dans un Black Mirror, c'est-à-dire que toutes ces données aujourd'hui, on a des chatbots qui existent déjà, où on a des gens qui discutent tranquillement avec des amis ou des proches qui sont décédés en ayant récupéré toutes les informations et tous les messages qu'ils ont envoyés sur les différents réseaux sociaux. Est-ce que demain, on sera au niveau du sixième sens, en mode je vois des morts partout et je discute tranquillement avec eux sur Messenger? C'est la première question. Et la seconde question, c'est à quel niveau est-ce qu'on doit, à votre avis, mettre en place une ligne, c'est-à-dire la vie privée, on sait que c'est assez court dans l'histoire de l'humanité. Avant, on regardait le roi faire caca tranquillement sur sa chaise d'aisance. On a décidé de changer ça, mais est-ce qu'on ne revient pas à ce genre de civilisation-là? Où est-ce qu'on tire la ligne? On a d'un côté l'économie numérique avec énormément de data, sans ça, elle ne peut pas fonctionner. De l'autre, des gens qui filent leurs données sans trop se poser la question, avec le fameux « de toute façon, j'ai rien à cacher ». Moi, je vous pose la question aujourd'hui, à votre avis, qu'est-ce qui est bon pour la suite et à quel moment est-ce qu'il faut légiférer? Merci à tous et bonne journée. Grande question posée par Merton pour cette chronique en mode Twitch.
Et il est là dans son petit écran et puis on a des grandes images à côté. Alors il y a eu plusieurs questions. Est-ce qu'on peut chatter avec des morts? Est-ce que finalement on n'est pas au retour de on regarde Louis XIV faire caca? Est-ce qu'il faut pas légiférer un petit peu plus dur? Alors effectivement, il y a plusieurs choses très intéressantes qui ont été dites dans cette petite séquence. L'affaire Cambridge Analytica, c'est une incroyable affaire. C'est fou parce qu'il y a 5 ans, quand on avait des analystes qui nous disaient « mais méfiez-vous de Facebook, vous verrez un jour ils influeraient sur les élections », on leur disait « oui, c'est sûr, effectivement ». Ce qui s'est passé là ces dernières années, c'est encore pire que les scénarios qu'ils expliquaient à l'époque. Donc c'est vraiment incroyable et je pense que dans 20 ou 30 ans, ça sera un véritable cas d'école, cette affaire-là. C'est 87 millions de personnes qui ont été aspirées comme ça. À date. Oui, à date. Après ça, est-ce que c'est une bonne chose de récolter les données d'un être humain et après son décès, d'en faire un chatbot avec lequel on peut discuter? Écoutez, perdre quelqu'un, c'est un drame. Le processus de deuil est compliqué. Si ça peut aider, je dis pourquoi pas. Au XIVe siècle, ou non, un petit peu plus tard, on regardait le roi effectivement sur ses toilettes d'aisance faire ce qu'il avait à faire. Somme toute, c'est pas très différent de ce qui se passe aujourd'hui. On voit aujourd'hui les Kardashians au lever, au coucher, qui mangent, qui grossissent, qui maigrissent. On les voit et ça plaît énormément. Donc non, sur ce point-là, c'est rigoureusement la même chose. Et puis là, on parlait tout à l'heure d'influence et d'influenceurs. Kardashian, un message de Kardashian, c'est des dizaines de millions de personnes qui font ce qu'elle dit, en gros. C'est plus que des rois. Ils ont une influence incroyable, incroyable. Pour revenir sur un point un petit peu plus sérieux, est-ce que tout ça est bon et à partir de quand est-ce qu'il faut légiférer? Jusqu'à preuve du contraire, toute cette collecte de données personnelles pour en faire des profils, pour les mettre à disposition des publicitaires, ça a servi. Ça a servi les annonceurs, ça a servi les éditeurs de contenu, ça a servi à faire tourner la machine, à faire tourner Internet. Donc, effectivement, il y a eu des abus. Très certainement, la faute est sur Facebook parce qu'ils ont été un petit peu naïfs. Ils ont fait trop confiance peut-être à des gens qui ont profité de cette faille-là. Donc, on l'a vu avec cette histoire de Cambridge Analytica. Mais jusqu'à preuve du contraire, l'exploitation des données personnelles à des fins publicitaires, c'est ce qui fait tourner Internet. D'accord ? Pas de données personnelles, pas de publicité ciblée, pas d'Internet. Donc, tous ces services, tous ces contenus n'existeraient pas. Donc, il faut bien savoir de quoi on parle. Est-ce qu'il faut légiférer? Bien sûr, et ça tombe bien, le mois prochain, on va y être avec la RGPD. La RGPD, c'est une très bonne chose, ça va permettre de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, notamment dans toutes ce qu'on appelle les advertising technologies, donc tous les systèmes publicitaires automatisés qui s'échangent des données dans tous les sens, à tel point qu'on ne sait même plus où la donnée circule. La RGPD va mettre un coup d'arrêt à tout ça. Les brokers de data, en gros. Exactement, les places de marché publicitaires, les ad exchange, tout ça, ça va être régulé. Excusez les anglicismes, du coup. J'ai traduit. Les places de marché publicitaires, bon réflexe. J'ai traduit. Peut-être vous pouvez traduire RGPD aussi, réglementation générale sur la protection des données. RGPD, c'est déjà le francisme. GDPR, c'est l'anglicisme, mais RGPD, c'est la traduction. Donc, la RGPD va mettre de l'ordre dans tout ça, sachant que la RGPD, ce n'est que le premier étage de la fusée. L'an prochain, on va également avoir la nouvelle directive e-privacy qui va entrer en ligne de compte. Donc, c'est en train de se faire et c'est une très bonne chose. Alors sur votre blog, je reparle de votre blog parce que c'est un sujet que vous abordez sous le titre « La confiance sera le gros chantier numérique de l'année ». Donc vous parlez de tous ces aspects-là. Je signale qu'il y a eu 8000 plaintes déposées en France en 2017 pour obtenir le droit à l'oubli numérique. Elles ont augmenté de 45% en un an, donc ça montre quand même qu'il y a une prise de conscience de plus en plus des gens sur ces questions-là. Alors vous dites que la RGPD va commencer à faire un petit peu le ménage et elle va notamment dire aux entreprises, si vous voulez utiliser les données des internautes, il faudra que vous obteniez auparavant leur consentement. Sauf que, alors le consentement, peut-être je vais donner la définition telle qu'elle est du point de vue administratif, toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. Donc effectivement, ça a le mérite d'être clair. Sauf que, ce que vous précisez dans votre blog, sauf que le consentement ne sera pas nécessaire si une entreprise invoque l'intérêt légitime d'exploiter des données personnelles, notamment dans l'intérêt de garder le contact avec ses clients pour poursuivre la relation commerciale. Donc en gros, si j'ai bien compris, pour que l'entreprise utilise les données, il faut qu'elle ait le consentement préalable, sauf que le consentement préalable n'est pas nécessaire s'il y a un intérêt
Alors, ce que dit la RGPD, c'est qu'en fait, l'exploitation des données personnelles des internautes doit être cadrée. D'accord. Notamment, la collecte, le stockage et l'exploitation peut se faire dans 6 cas de figure. Dans ces cas de figure, vous avez l'obligation contractuelle, vous avez d'autres types d'obligations, vous avez le consentement et vous avez l'intérêt légitime, qui est le 6e cas de figure sur lequel il y a aujourd'hui le plus grand flou. C'est-à-dire que si une entreprise peut légitimement prouver qu'elle a un intérêt à exploiter les données personnelles, elle peut le faire sans le consentement. A priori, vu la réputation de la CNIL, ils vont serrer les boulons, donc ils vont éviter toute dérive. Donc de ce côté-là, je ne pense pas que les annonceurs français vont s'engouffrer dans la brèche et essayer d'esquiver le consentement. Mais ça laisse quand même une petite échappatoire, il va falloir être méfiant. Alors vous dites toujours sur votre blog, l'opinion publique commence seulement à comprendre que les bouleversements politiques que nous vivons, le Brexit, Trump, etc., sont issus d'une utilisation détournée des outils numériques, les fake news, l'identification, le profilage des électeurs indécis, etc. Et vous ajoutez, et le pire dans cette histoire, c'est que nous ne voyons que la partie visible de l'iceberg. Alors qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui nous attend? Cette affaire Cambridge Analytica, elle s'est faite sur la base de l'exploitation des données de Facebook. D'accord. Facebook, en gros, c'est vous donnez votre nom, votre prénom, les études que vous avez faites et vous likez des articles ou pas. Imaginez qu'on puisse faire ça à l'échelle des smartphones. Un smartphone, il sait tout de votre vie. C'est ça, plus tous vos amis, en fait, parce que l'idée, c'est qu'ils arrivent à récupérer... C'est ça, plus tous les amis, mais ça reste quand même assez limité. Essayez de bien vous rendre compte de la masse d'informations que votre smartphone connaît sur vous. Mais c'est la data Google, finalement, avec Android. En gros, ils connaissent tout, toute votre vie. Donc effectivement, on a vu que la partie visible de l'iceberg. Et heureusement que la RGPD est là pour essayer de calmer le jeu. Malheureusement, ils ne vont faire que contraindre les annonceurs qui sont bien intentionnés. Ils n'arriveront pas à contraindre, en gros, les pirates et les autres. Alors vous dites très justement, sans donner, une marque est aveugle. Oui. L'urgence, c'est de définir un nouveau modèle relationnel qui soit viable et pérenne dans notre quotidien numérique. C'est vraiment la question de la relation de plus en plus qui est au cœur Complètement. La question à se poser, c'est comment je veux construire une relation entre une marque et ses clients, comment est-ce qu'on peut établir la confiance, comment est-ce qu'on peut bâtir quelque chose, et non pas, je te refourgue des produits, puis t'achètes pas, c'est pas mon problème, et puis je regarde à quelle heure tu es rentré dans la boutique, combien de temps tu es resté sur mon site web, et je fais commerce de tout ça auprès d'un certain nombre de publicitaires. C'est la question des valeurs du fait. Effectivement, on revient vers des valeurs parce qu'il y a eu beaucoup d'abus quand même. On se retrouve juste après, évidemment. Là, on va passer à une séquence qu'on aime tant, qu'on appelait le first jusqu'il y a peu, et maintenant qu'on appelle, c'est la séquence acteur du changement. Charlie va prendre ma place et il va recevoir Raphaël Menanjowski pour WebAssos. Et restez là parce qu'on est encore en direct. Et Dasha et Lina. Et d'ailleurs, je vous propose de foncer dans une petite vidéo qui va juste montrer le développement d'outils pour mieux appréhender le numérique au quotidien. Une vidéo réalisée par Dasha et Lina. Donc, on se retrouve, nous, juste après cette séquence. Hello, Mom. How are you? Good. How's Grandma? Good. Listen, I'm gonna ask for some money if that's in any way, shape, or form possible. Really? Okay. Thank you. Yes. Alrighty. Bye. Ouais, voilà, on commence en fait cette séquence donc sur les acteurs du changement. En off, on va avoir aussi la possibilité que l'un des participants de la première séquence nous ramène un micro avec lequel il ou elle est parti. Alors pour cette séquence sur les acteurs du changement, on accueille deux invités aujourd'hui. Deux invités, Dasha Ilina, qui est artiste digitale. Bonsoir. Alors oui, voilà, d'où le micro. Merci. Bonsoir, pardon. Pas de souci. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Bienvenue sur le plateau des Rendez-vous du Futur. Et puis on accueille
Raphaël Hutin-Ménagowski. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Charlie. Comment ça va? Ça va bien. Il fait un petit peu chaud en effet avec les projecteurs. On va, puisqu'on a vu en fait une petite séquence d'achat, on va passer déjà un petit temps avec vous. Alors vous êtes né à Moscou, vous êtes formé au domaine de l'architecture dans un premier temps, ensuite aux arts visuels aux États-Unis. Vous avez aussi poursuivi des études sur Paris, sur tout ce qui est arts, médias et technologies. Vous avez participé à vous avez mené différents projets dont on a vu un extrait là tout à l'heure, Nothing to Hide. Mais on va parler peut-être d'un projet qui est très, très actuel, qui s'appelle Technology for Pain. Alors, de quoi s'agit-il en fait? C'est quoi? Vous proposez des solutions pour mieux vivre avec le numérique? Ouais, plus ou moins. Oui, c'est un projet qui s'appelle Center for Technological Pain. Et donc là, dans ce centre, j'ai développé des solutions DIY et open source aux problèmes qui sont liés à la technologie. Donc, des problèmes qui viennent de la technologie. Et parfois, oui, les solutions, ils ont la technologie dedans aussi. Donc, c'est un peu comment résoudre des problèmes de la technologie avec de la technologie. Et alors, comment est venue l'idée de s'intéresser à cette question de la technologie et des impacts sur la vie, sur la santé? Du coup, j'ai commencé à voir que beaucoup de gens autour de moi, ils avaient des problèmes qui venaient de la technologie. Donc, j'avais beaucoup d'amis, de ma famille, qui avaient, par exemple, une vue fatiguée après avoir regardé l'écran de l'ordinateur pendant des heures. Et donc, j'avais des problèmes comme ça aussi. Et donc, j'ai décidé de trouver des solutions pour mes amis, pour tout le monde. Très bien. Et alors, du coup, on va peut-être se zoomer sur une première solution que vous avez développée. Je crois que c'est un casque main libre, alors qu'on va voir en fait bientôt en fait à l'écran. Comment vous est venue l'idée? Voilà, ça y est, on le voit tout à fait à l'écran. D'ailleurs, c'est vous aussi. On croit que il me semble bien que c'est vous aussi. Ouais, c'est moi. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce projet? Oui, donc là c'est une casque, oui, comme vous avez dit, des mains libres. Et donc c'est fait, comme vous voyez, en carton. Et donc c'est fait pour pouvoir marcher dans la rue sans avoir besoin de regarder sur votre téléphone comme ça. Donc vous avez plus mal au dos et vous pouvez marcher sans avoir besoin d'utiliser vos mains. Ok, très bien. Alors, il y a une approche, en fait, on peut, quand on regarde en fait votre projet, avoir je pense qu'il y a une dimension un peu ironique ou pas, en fait, sur les objets, alors connectés ou pas, en fait, mais qui nous entourent. Qu'est-ce que vous voulez dire, en fait, par exemple, dans cet exemple concret? Oui, c'est sûr que c'est ironique. La plupart des objets que j'ai créés, ils sont super bizarres et tous les vidéos, ils sont plutôt drôles, je dirais. Et donc, je pense que c'est aussi important de faire un commentaire sur toutes les activités qu'on fait chaque jour avec nos portables, avec nos ordinateurs. C'est important, je pense, de voir comment on est vraiment lié à nos technologies, enfin de faire une petite commentaire sur notre addiction. Alors, une question en fait me taraudait en préparant cette émission, et elle me vient là, d'autant que je vois sur le plateau que oui, vous en avez un. Ma question, c'était est-ce que vous avez un smartphone? Et là, je vois que voilà, on est trois sur le plateau. Alors, moi, c'est pour regarder le temps. Alors, peut-être que vous aussi, mesdames, je ne sais pas. D'accord. Et d'achat, alors du coup, dans la vie quotidienne, vous, néanmoins, vous êtes aussi quand même très connecté ou pas? Ah bah oui. Du coup, une autre raison pour laquelle je décidais de créer ce projet, c'était parce que je suis toujours super connectée. Tous mes amis me connaissent comme une fille qui sort jamais sans sa portable, donc je voulais aussi trouver des solutions qui peuvent
me montrer comment je peux vivre autrement. Vous avez proposé en fait d'autres solutions dans ce projet. Est-ce que vous pouvez nous indiquer lesquelles existent? Il y a plusieurs vidéos en fait qu'on peut retrouver sur votre site. Quelles sont les autres solutions? Il y en a beaucoup, mais je peux donner des exemples. Il y en a une paire de gants qui sont faits pour éradiquer la tension qui vient d'utiliser l'écran. Du coup, c'était ma meilleure amie qui m'a dit qu'elle avait ce problème qui se passe avec elle tout le temps. Donc, j'ai décidé de faire une paire de gants. Il y a aussi une paire de lunettes qui sont faites pour la vue fatiguée, de quoi je parlais avant. Et donc là, c'est une paire de lunettes qui a de petits morceaux de carton qui sont attachés. Et donc, il y a aussi des Arduino qui sont attachés avec des moteurs. Et donc, ils bougent et ils ouvrent et ils ferment pour donner une pause pour les utilisateurs. Comment sont reçus ces projets avec le grand public ou les personnes qui vous entourent? Pour l'instant, j'entends que des biens, mais je pense pas qu'il y aura beaucoup de gens qui vont me dire des choses mauvaises, je sais pas. Bien sûr, Raphaël, vous pouvez poser une question. J'ai une question parce que le casque, ça m'intéresse, moi. Parce que ce qui est gênant avec ça, quand on a ce truc-là dans la main, effectivement, quand on marche, c'est qu'on le regarde. Et pire que ça, il y a des gens qui peuvent quand même nous parler. Alors que si on a un casque en carton devant, plus personne ne nous parlera. C'est une autre façon, on peut le commander où? Du coup, j'ai des instructions, de petits modes d'emploi qui sont sur le site web du projet. Donc, tout le monde peut les regarder et reconstruire. Alors, dans ce projet-là, Center for Technological Pain, vous êtes allé un petit peu plus loin avec un guide autour de mouvements d'autodéfense. Là, une fois encore, en fait, on va voir en même temps que vous nous en parlez des visuels. De quoi il s'agit? Oui, du coup, quand j'étais en train de créer ces objets, j'étais réaliste parce que je savais que la plupart des gens qui vont voir le projet, ils vont pas être chez eux en construisant ces objets. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas créer des solutions où nous n'avons pas besoin des matériaux. Et donc là, c'est une illustration de mouvement d'autodéfense qui s'appelle Weak Knees. Donc, il y a une série de ces illustrations qui sont faites pour se protéger de la technologie ou pour aider des amis, pour se protéger aussi. Donc vous voyez un autre exemple. Donc oui, ils sont bien sûr ironiques aussi, mais ils sont plus faciles à faire, je pense. Merci Dasha en fait pour ce petit pas de côté et ce regard un peu différent sur ces objets auxquels nous sommes très fortement attachés dans notre vie au quotidien et pour ce clin d'œil. On y reviendra un peu plus tard dans cette séquence. On va passer la parole peut-être à Raphaël pour un autre projet qui questionne aussi notre rapport au numérique ou comment donner du sens au numérique. Donc Raphaël, vous avez eu un parcours scientifique. J'ai regardé ça en préparant l'émission en sciences physiques, mais après vous êtes allé assez rapidement dans le domaine du conseil et du digital. Et puis en 2013, alors parallèlement, je crois que vous avez développé en fait une société de conseil qui travaille sur les données. Et puis vous avez cofondé WebAssos, une association qui vise à donner une forme de coup de main aux associations dans leur transformation digitale ou alors en tout cas leur questionnement autour des outils numériques. Alors est-ce qu'on peut revenir sur la naissance de WebAssos? Comment est venue l'idée? Vous étiez toute seule dans votre coin ou ça s'est passé autrement? Ce qui est compliqué dans WebAssos, c'est que c'est une succession d'inattendus à chaque fois. Et du coup, c'est difficile de raconter l'histoire parce que l'histoire, elle se construit et il n'y a pas de projet qui est défini au départ. Il y a une volonté.
Il y a une volonté qui est d'aider les associations avec nos compétences de professionnels du web. Mais même cette volonté-là, elle est née d'une découverte d'un personnage qui reste notre mentor et qui nous a fait l'honneur d'accepter d'être notre président d'honneur. C'est Jean-Baptiste Descroix-Vernier, qui est un homme extraordinaire, qui investit chaque seconde de sa vie pour les plus fragiles. Donc il construit des puits en Afrique, il aide les SDF, il recueille des animaux torturés. Enfin, il est dans une recherche d'aide aux plus fragiles à chaque seconde, et c'est vraiment pour nous une inspiration. Donc c'est lui qui est à l'origine, c'est son exemple qui est à l'origine de la création de WebAssos. Et puis après, sur cette volonté-là d'aider les associations avec nos compétences web, l'idée c'était de seconder, effectivement, d'aider, d'assister, d'accompagner les associations sur un métier qui n'est pas le leur. Elles, leur métier, c'est d'aider leurs bénéficiaires, souvent les plus fragiles, mais pas de communiquer du tout sur leurs actions. Elles ne maîtrisent pas ces sujets-là, et surtout les petites et moyennes associations qui n'ont pas de budget et qui investissent toutes leurs ressources sur l'aide aux plus fragiles. Donc nous, on intervient à ce niveau-là pour les aider avec plein de différents formats, différentes aides possibles sur toutes les compétences du web. Donc en fait, WebAssos, c'est, si je résume, une forme de communauté, un groupement en fait de professionnels du digital qui mettent à disposition en fait des compétences et du temps pour répondre à une problématique de plusieurs associations. C'est exactement ça. C'est une communauté. Aujourd'hui, on est presque 850. Donc les 850 ne sont pas actifs, mais c'est ça qui est magique, c'est que chacun a la volonté d'être actif et d'être utile avec ses compétences web. Donc effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça donne du sens à des compétences professionnelles qui parfois, dans ce secteur-là, en manquent un peu. Et donc ils se mettent à la disposition des associations sous différents formats. Soit ils vont animer des formations, soit ils vont animer des ateliers. Donc là, on est dans des formats plus personnalisés où on va regarder avec l'association ses problématiques du quotidien, soit dans des brainstorming. Donc c'est nous qui proposons aux associations de venir et de s'autonomiser, de se former pour être plus autonome. Non, mais je sais qu'il y a dans la salle quelqu'un qui fait attention à la langue française. Oui. Alors, donc soit sur des formats comme ça, soit l'inverse, c'est les associations qui ont des projets, mais pour réaliser ces projets-là, il leur manque des compétences du web. Et donc elles vont sur le site, elles remplissent un petit formulaire, elles nous expliquent quel est leur projet et de quoi elles ont besoin. Et nous, après, on fait circuler ça dans la communauté. Et des professionnels vont répondre et vont s'engager avec l'association pour travailler avec elles, avec leurs équipes, sur ce projet-là. Un exemple concret, par exemple, de besoin, de demande d'une association Ce matin, on a mis en relation une experte de WordPress pour une association qui protège les récifs coralliens. Voilà. Et donc, eux, ils veulent optimiser leur site et ils veulent le traduire. Donc là, ils ont besoin d'une compétence WordPress. Hier, on a mis une experte en réseaux sociaux pour une association qui accompagne les enfants en protection de l'enfance. Avant-hier, c'était une belle asso Enfin l'hôpital qui a fait son nouveau site, qu'on a beaucoup accompagné en chef de projet, graphiste. Ils ont sorti leur nouveau site ce week-end, donc on est très contents, bravo à eux. Et là, on a mis en relation une graphiste pour finaliser quelques pictos sur leur site. Enfin, voilà. Donc il y a vraiment tout comme accompagnement. Ça peut être des accompagnements de quelques heures, là, comme les pictos, où c'est fait en moins d'une heure. Ça peut être des accompagnements sur 1-2 jours, sur des développements un peu plus costauds en WordPress. Il y a vraiment tous les formats et on essaye d'aider comme on peut. À n'importe quel moment d'achat, si vous avez une question ou une remarque, n'hésitez pas. Voilà, c'est une conversation à trois. Monsieur, vous êtes dans le domaine du digital, mais sur des approches totalement différentes. Mais c'est ça que je trouve très intéressant dans cette rencontre. Pendant que vous cherchez peut-être une question, moi j'avais préparé, moi du coup je savais tout ça, donc j'en ai une. J'ai trouvé ça rigolo. Sur votre site, j'ai vu que vous aviez un sondage sur les motivations inavouables au bénévolat. C'est une blague? Qu'est-ce que c'est en fait d'abord, effectivement, il y a une spécificité forte dans WebAssos, c'est qu'on est tous bénévoles. Donc l'asso n'a pas de compte en banque. C'est un choix de départ
qui finalement a été posé comme ça au départ. On ne se rendait pas compte des impacts que ça allait avoir, mais en fait, ça structure énormément tout ce qu'on fait, qui on est, qui participe, comment il participe, et notamment autour de ce sujet de bénévolat, il y a la contrainte du temps, où tout le monde n'est pas tout le temps bénévole, et donc les gens viennent, et puis c'est génial, ils reviennent plus tard quand ils sont de nouveau disponibles, avec des motivations qui sont très variées, et qu'on a du mal à cerner, parce que finalement, chaque personne a son histoire et ses motivations. Et chaque année, donc l'asso existe depuis 4 ans maintenant, 4 ans et demi, donc chaque année, on montait une opération qui était la plus belle histoire de dons, où on essayait de faire parler du bénévolat et d'encourager les gens qui allaient lire ces belles histoires de dons à reproduire le truc et donc à donner. Parce que le bénévolat, c'est quand même un truc extraordinaire où ça rend heureux. Ça rend heureux de prendre soin de l'autre. Et pour autant, j'avoue que ces opérations sur la plus belle histoire de dons avaient du mal à prendre. On n'arrivait pas à trouver le truc. Et donc cette année, on a fait une petite réunion en déjeunant, c'est toujours plus facile, plus agréable, pour essayer de trouver un autre angle d'approche. Et on s'est dit, on allait faire un sondage sur effectivement les motivations avouables. Donc aider le monde à évoluer vers le bien, participer, aider les plus fragiles, rendre ce que la vie m'a donné. Donc ça, c'est les belles raisons qui nous rendent fiers, qu'on raconte en société. Et puis derrière ça, il y a des raisons parfois qui sont moins avouables, mais qui sont tout aussi réelles. Donc ça peut être rajouter une ligne sur mon CV LinkedIn. Ça peut être passer pour un héros auprès de ma grand-mère. Ça peut être me la péter sur les réseaux sociaux ou me sentir écoutée parce que dans ma vie pro, personne m'écoute au boulot. Enfin, il y a plein de sujets marrants. Ça peut être d'ailleurs, il y en a un qui nous a fait rajouter une option à laquelle on n'avait pas pensé et pourtant on aurait pu. C'était boire des bières. Ouais, le bénévolat, ça permet aussi de faire des rencontres et du coup de boire des bières après, en bonne compagnie, sur des valeurs communes. Et du coup, on a lancé ça. Merci d'en parler, parce que du coup, si il y en a qui peuvent participer et le faire circuler, ça peut être sympa. On a lancé ça il y a une semaine. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 400 participations et on ferme ça mardi prochain. Voilà. Et après, on va analyser les résultats, on va communiquer autour, on s'amuse, quoi. Merci toutes les deux là pour ce regard un petit peu différent en fait sur le numérique, tout avec des applications qui seraient toutes bonnes et magnifiques ou toutes ou l'inverse, tout l'autre. Si vous deviez en fait donner un mot clé en fait qui définit en fait votre rapport au digital en général, lequel serait-ce? Faut pas trop réfléchir, c'est un peu le premier qui vous vient. Donc d'achat à nomme Raphaël. Non, vous voulez prendre la parole? Non. Non. Utile quand même. Non. Utile quand même. Ouais, c'est pas mal utile quand même. Utile quand même. Voilà. D'accord, 3 mots. Je valide. Ok, la réponse. Je vais prendre la contraire. Je vais dire tragique. Tragique. Mais c'est bien, deux regards très très différents. Merci beaucoup en fait sur ces 2 témoignages en fait sur ce rapport au numérique qui nous caractérise personnellement et en termes de société. Juste avant en fait que l'on passe à la chronique Do the Good Web, on a une petite tradition dans cette séquence, c'est de partager un coup de cœur. Alors, est-ce que vous auriez un coup de cœur que vous aimeriez partager avec nous? Ok, cette fois, c'est moi, ok. Oui, ok. Je vais partager une expo que j'ai vue à Palais de Tokyo il y a 2-3 ans qui s'appelle Inside. L'expo était super, il y avait plein des artistes, mais il y avait une œuvre qui était super intéressante pour moi, d'un autre artiste russe qui s'appelle Valia Fetisov. Et l'œuvre s'appelle Installation of Experience, ou Installation de l'expérience, je traduis. Et donc, je ne vais pas trop parler de cette œuvre parce que c'est un peu un secret, mais donc c'est une chambre qui a une chaise et un télé dedans, et c'est tout. Et donc, quand vous entrez, la porte se ferme automatiquement et elle va
ouvrir seulement si vous faites les bonnes actions. Donc, je ne veux pas dire ce qu'il faut faire parce que si vous les voyez quelque part, je recommande. D'accord. Et juste, pourquoi un coup de cœur pour cette œuvre, cette installation? J'avais moins d'1 heure de préparer ça et c'était la première chose de laquelle je pensais. Très bonne raison. Ok, merci Dasha. Raphaël, un coup de cœur à partager avec nous? Alors c'est moins artistique, mais je parlerai de l'histoire du peuple hébreu que j'ai découvert depuis peu de temps et que je trouve fascinante. Et je pense notamment à ce passage de la libération du peuple hébreu qui était en esclavage sous Pharaon et qui est libéré après par Moïse. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'on a l'avant où le peuple est logé et nourri, donc en situation d'esclavage, ils doivent faire des travaux forcés, mais ils sont logés et nourris. Et puis après la libération avec Moïse, il y a la situation où ils sont plus logés ni nourris, où chaque jour ils savent pas très bien ce qu'ils vont manger, ils savent pas comment ils vont dormir, ils sont face à l'inconnu, mais ils sont libres. Et je trouve que ces deux situations sont quasiment des situations qu'on rencontre chaque seconde dans nos vies. Et je trouve que c'est intéressant comme problématique. Est-ce qu'on préfère être logé, nourri, mais esclave? Ou est-ce qu'on prend le risque d'affronter sa peur, l'inconnu, et de ne pas savoir de quoi l'avenir va être fait, mais par contre, on est libre. Et je trouve que c'est super intéressant comme question. Mais voilà, c'est... Merci pour ce témoignage et ce récit. Je vais me permettre aussi en fait de partager avec vous un coup de cœur. C'est un coup de cœur qui sera en images et en son, parce qu'on parle beaucoup de numérique. Alors là, c'est un coup de cœur pour un groupe qui s'appelle Meute, un groupe allemand. C'est une fanfare à la base. C'est une fanfare qui s'est amusée à reprendre des standards de house et de techno, donc de musique électronique. Et donc voilà, sur scène, vous voyez des fanfares, tuba, trompette et percussions, et voilà, et qui finalement en fait font de la techno et font danser les gens. Donc c'était marrant en fait de voir comment les instruments traditionnels en fait peuvent reprendre quelque chose qui avait été initié par les machines. Merci beaucoup pour ce moment. Merci Charlie. Merci Charlie. Merci à toutes les deux. On va passer maintenant la parole à une séquence qu'on a l'habitude de retrouver ici. C'est Do the Good Web, tout de suite maintenant. Dans un billet publié sur votre site le 28 mars dernier, Fred Cavazza, vous abordez la question de la confiance à l'heure de la transformation numérique des entreprises. Vous expliquez que les scandales sur l'exploitation de nos données personnelles, notamment via les réseaux sociaux, vont avoir des répercussions importantes alors que les entreprises comptent sur ces datas pour délivrer la meilleure expérience à leurs clients. Le mois prochain, la RGPD, Réglementation générale pour la protection des données, devrait mettre un sérieux coup de frein à ces abus. Et même si les contours sont encore un peu flous, il s'agit bien de construire un nouveau contrat de confiance entre la marque et ses clients. Selon une enquête de l'Institut Goodlink, la RSE serait la clé de cette confiance entre les Français et les grandes entreprises. 82% des personnes interrogées affirment que si elles apprenaient qu'un grand groupe qu'elles appréciaient avait une mauvaise politique RSE, leur opinion se dégraderait. Inversement, une bonne politique RSE redorerait le blason d'une entreprise dont elles auraient à la base une mauvaise opinion pour 67% d'entre elles. Mais la France est à la traîne dans le développement de business à la fois compétitif et durable. Elle est en 15e position du Global Index, qui met sur le podium un modèle scandinave fondé sur le dialogue des parties prenantes, des organisations hiérarchiques plus horizontales, un très fort degré d'engagement des salariés, l'égalitarisme et une culture du consensus. La croissance du secteur de l'ESS, qui fonde son credo sur ces mêmes valeurs, est néanmoins un signe que les temps changent. L'ESS représente 10% du PIB national et plus de 2,3 millions de salariés, soit plus d'1 salarié sur 10. Parmi eux, 1,3 million appartiennent à des coopératives. Et elles entendent bien faire bouger les choses, notamment dans le cadre du plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, dit PACT, pour promouvoir un modèle entrepreneurial qui réponde directement aux besoins des citoyens. Et si les coopératives et leurs 28 millions de sociétaires constituaient ce ciment de confiance,
cette blockchain humaine indispensable aux relations entre entreprises et citoyens. Et de retour en plateau pour cette deuxième partie avec Fred Cavazza. Fred, une réaction à cette chronique de Nicolas, dans The Good Web? Et effectivement, sa réflexion, elle est intéressante. Je pense qu'il faut que les entreprises comprennent bien aujourd'hui qu'un consommateur, il a le choix. D'accord. Avant, dans notre modèle de consommation, on était contraint par des logiques de temps, d'espace, donc les fameuses zones de chalandise. Aujourd'hui, avec un smartphone, je peux acheter n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. Donc effectivement, le RSE, enfin la RSE, c'est à mon avis quelque chose qui va être de plus important pour les entreprises. Si elles veulent établir un modèle de confiance qui soit pérenne avec les consommateurs, il faut qu'elles soient en capacité de montrer patte blanche. Il faut qu'elles puissent démontrer qu'elles arrivent à produire des produits ou des services dans de bonnes conditions, qu'elles n'exploitent pas les salariés, qu'elles n'exploitent pas les sous-traitants et ainsi de suite, que la distribution se fait dans de bonnes conditions, qu'il n'y a pas de gâchis de carbone ou autre. Donc c'est pour moi essentiel. On va vers effectivement une consommation un petit peu plus responsable. Donc l'idée d'une blockchain humaine, finalement, a quelque chose d'assez oui, politique. l'idée des coopératives, oui, c'est une très bonne chose. Si le numérique peut aider les coopératives à se développer, donc à trouver les bonnes volontés, à les mobiliser, et si ça peut aider également à faire en sorte qu'une offre trouve une demande, bien évidemment, bien évidemment. J'ai une question qui nous vient de quelqu'un qui nous suit beaucoup, évidemment, qu'on retrouve, puisque c'est une de nos chroniqueuses qui vit à Madrid. Elle s'appelle Laura Beaubois. On la connaît aussi sous le nom de la Grande Bouclée. Pourtant, elle n'est pas bouclée. Ça m'a toujours étonné. Alors voilà la question. Non, mais en fait, Fred Cavazza n'a pas répondu à la question. C'est quoi sa journée type, sa méthode, ses bonnes pratiques pour veiller, rédiger, publier, se rendre sur les événements, exercer son métier? Est-ce qu'elle est preneuse de bonnes astuces? Parce que la Grande Bouclée, c'est son blog aussi, et je pense que ça lui prend beaucoup de temps. C'est quoi que vous pouvez lui dire là pour qu'elle se calme sur les réseaux? Je vous dirais que malheureusement, moi, je travaille un petit peu à l'ancienne, donc avec beaucoup d'huile de coude. Ça veut dire que j'ai une pratique de veille qui est intensive. Ça doit me prendre 2 à 3 heures par jour. Donc, je suis abonné à un certain nombre de publications, presque 200 que je peux lire. Je lis des magazines, je lis des livres, je lis des articles que je peux trouver sur Twitter. Donc, tout ça est très manuel, somme toute. Peut-être qu'à un moment donné, je devrais écouter mes conseils et essayer de voir si l'intelligence artificielle ne peut pas m'aider à être un peu plus productif et à trouver la bonne information au bon moment. Après, j'imagine que ces 2-3 heures de lecture, de compilation d'éléments, vous le faites aussi avec enthousiasme aussi, parce que c'est une curiosité quotidienne. Puis c'est des lectures. Et carrément, on vit une période qui est assez incroyable, surtout pour ceux qui ont la chance de travailler dans le numérique. Non, mais vous imaginez, sur les 10, même les 20 dernières années, on a une croissance à 2 chiffres ininterrompue dans le commerce en ligne. On a un nombre d'innovations et de nouvelles technologies qui sortent sur le marché, enfin, tous les trimestres, tous les mois. C'est exceptionnel. On ne s'ennuie jamais. On ne peut pas s'ennuyer. Mais justement, comme le numérique, c'est systémique, il y a un bouquin qui sort toutes les secondes sur des thèmes extrêmement différents. Justement, comment vous y arrivez? Parce que ça aborde toutes les thématiques, le numérique aujourd'hui. Donc, est-ce que vous avez des choix déjà? Est-ce que vous dites, ça m'intéresse pas, c'est plutôt ça? Ou est-ce que au contraire, vous regardez, comment vous choisissez? Vous allez à la Fnac, par exemple, ou ailleurs, et vous regardez tous ces bouquins-là. Comment vous choisissez? Pas nécessairement sur le livre. Il y a beaucoup de choses que je lis qui sont en ligne, donc à l'écran, c'est des articles publiés. Ça, c'est choisi et c'est le fruit de plusieurs années de sélection. Et il y a pas mal de choses que je peux lire de façon aléatoire, notamment sur Twitter, qui est quand même une source très intéressante. Après, sur les bouquins, je dois en lire 1 ou 2 par mois et c'est généralement un consensus qui ressort de la communauté sur quel livre est intéressant à lire ce mois-ci, sur quel sujet. Et par exemple, en ce moment, il y aurait quoi à conseiller, si vous avez un truc en tête? Voilà, je ne saurais pas vous dire. Ça, c'est une question piège. Le temps d'y réfléchir d'ici la fin de l'émission. Moi, je voudrais faire juste un petit retour sur le futur. Dire que c'est une question que je voulais poser, en fait, liée à l'intelligence artificielle, au rapport Villani. Et comme je ne l'ai pas posée, j'ai peur qu'on ne la pose pas et j'ai vraiment envie de vous la poser. Et on reviendra après sur ce qu'on disait. Allez-y, Doc. La question, c'est dans le rapport Villani, il pointe le fait qu'il faut mettre en avant l'apprentissage de la créativité. Alors moi, je trouve ça super que ça soit dans le rapport. Qu'est-ce que ça vous évoque? Carrément.
l'intelligence artificielle, elle repose sur la capacité des machines à réfléchir plus vite et à traiter plus de données que les humains. Donc c'est essentiellement de la force brute. Ce qu'on met en avant, c'est la capacité de traitement. C'est à mon avis très intéressant si on augmente d'un côté la force brute, d'augmenter également la créativité et de trouver des solutions qui ne reposent pas uniquement sur la puissance de calcul. Donc peut-être que dans notre modèle éducatif, on va aller vers l'apprentissage de domaines un petit peu plus culturels, comme on peut le voir aux États-Unis, en Angleterre, où les étudiants travaillent beaucoup sur la littérature, la musique, la peinture, alors que nous, on est vraiment sur des matières un peu plus traditionnelles. Et est-ce que la créativité numérique, à l'intérieur du champ de la créativité, est-ce que vous pensez que là, il y a un sujet plus particulièrement intéressant ? Carrément, parce qu'aujourd'hui, on a à disposition des supports qui sont extrêmement variés. On a les supports à l'écran, donc les ordinateurs, on a les tablettes, on a les smartphones, on a la réalité augmentée, on a les casques de réalité virtuelle, on a les interfaces vocales, les interfaces gestuelles, les interfaces auditives. On a à notre disposition tout un tas de technologies qui n'existaient pas même il y a 10 ans, donc c'est un champ des possibles qui est extrêmement vaste. Tout ça doit être exploité et effectivement, il faut essayer de stimuler la créativité pour en faire un bon usage. Je rappelle que c'est ce qu'on fait au Cube depuis 17 ans, n'est-ce pas? Alors, vous dites, alors on va revenir maintenant au sujet sur lequel on était tout à l'heure, et vous dites sur votre blog, avec le marketing digital, tout change, mais rien ne change. Est-ce que quand même, on ne va pas vers une forme d'automatisation du marketing de plus en plus? Ah bah on y est complètement, on y est même depuis, ça fait 5 ans, 10 ans maintenant, avec toutes les technologies de ce qu'on appelle le marketing automation, donc l'automatisation du marketing en français, ou même le programmatic buying, donc l'achat automatisé, l'achat publicitaire automatisé, on y est tout à fait, on y est depuis un certain nombre d'années. Ce qui est automatisé, en fait, c'est des tâches à faible valeur ajoutée, comme par exemple analyser une liste de clients et les faire rentrer dans des segments. Comme par exemple placer des enchères sur des emplacements publicitaires, comme voilà, ce genre de choses. Donc c'est les tâches à faible valeur ajoutée qui sont aujourd'hui automatisées. Effectivement, j'avais noté, vous parlez de micro-segmentation, oui. C'est-à-dire qu'on est toujours dans les mêmes segmentations, mais on va de manière beaucoup plus fine maintenant. Ah bah oui. La personnalisation des pubs et des contenus, ce que vous venez de dire, la génération de contenu. Oui. Par exemple, c'était ma toute première question, mais aujourd'hui, on a la Associated Press, par exemple, aux États-Unis, qui utilise déjà des logiciels de génération automatique de texte pour faire des articles dans les journaux, pour des rubriques de sport ou des choses comme ça. Donc, c'est déjà très évolué. L'analyse sémantique des conversations et des sentiments et l'analyse prédictive. Donc qui est là aussi avec la big data quelque chose qui est en train de... Et alors vous dites que par exemple Decathlon c'est plus 115% de chiffre d'affaires via les newsletters. Vous dites ça marche en fait, ça marche. Oui, ça fonctionne. Ça c'était une expérimentation qu'ils ont menée sur leur newsletter avec notamment une intelligence artificielle qui les a aidés à mieux cibler en fait à créer des micro-segments et à personnaliser la newsletter en fonction de des profils de ces micro-segments. Donc, effectivement ça fonctionne. Après, la question, c'est si tous les annonceurs se mettent à utiliser l'intelligence artificielle, bah, ils vont tous monter en compétences et en gros, ça va se niveler. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? Peut-être que c'est là où la créativité va rentrer en ligne de compte et où il va falloir s'arracher créativement avant de, on va dire, se jeter sur une solution qui exploite avant tout la force brute. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et vous pointez un problème qui est le problème de l'hétérogénéité des systèmes, le fait de devoir emboîter des suites logicielles très hétérogènes les unes dans les autres pour y arriver. Vous disiez avant l'émission que c'est plus facile en Chine, évidemment, puisqu'on est dans un système informatique intégré où on voit qu'Alibaba, tout ça, ils fonctionnent de manière très intégrée, ce qui n'est pas le cas chez nous. C'est un frein important, ça. Ah oui, complètement. La problématique à laquelle sont confrontés en fait les annonceurs en France ou même sur les marchés occidentaux, c'est qu'ils doivent composer en fait avec tous les canaux disponibles. Donc les médias traditionnels, la télévision, l'affichage, la radio et ainsi de suite, les médias numériques, donc avec les sites web, les boutiques en ligne, les places de marché, les médias sociaux, plus les terminaux mobiles, ça en fait un sacré paquet quand même. Donc effectivement, c'est une tâche qui n'est pas évidente. Alors vous dites un truc par contre qui fait un peu froid dans le dos, vous dites on est dans une course à l'armement, ne vous méfiez pas des machines mais de vos concurrents, voire de vos collaborateurs. Waouh. Ah ça c'est de la phrase choc. La course à l'armement pour moi c'est ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire je vais mettre en œuvre une
capacité de calcul pour pouvoir travailler plus vite, pour pouvoir travailler mieux. Donc que ça soit pour créer des segments de consommateurs, que ça soit pour personnaliser des messages, pour rédiger des textes ou même pour choisir des emplacements publicitaires, la course à l'armement, elle est là. Donc on parle d'un armement publicitaire. Le terme peut faire peur, mais au final, c'est que de la publicité. Il y en avait avant, hein, donc voilà, détendons-nous. Donc on ne se méfie pas des machines, mais des concurrents, ça je comprends. Des collaborateurs, pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez pointer en disant ça? Peut-être je précise que, parce que c'est extrait évidemment d'un texte qui est plus long et beaucoup plus copieux que ce que je cite là, et où en fait ce que vous dites c'est que finalement c'est la résistance au changement qu'on peut trouver dans les entreprises et qui font que souvent à côté de soi il y a des gens qui sont dans cette résistance et qui nous empêchent d'avancer. Effectivement, en début d'émission, tu l'as très bien dit, la transformation digitale elle est avant tout culturelle, voire émotionnelle. Dans l'entreprise, un patron aujourd'hui, effectivement, il doit se poser la question de est-ce que je dois mettre en œuvre l'intelligence artificielle? Est-ce que ça va aider mon business? Oui. Qui est-ce qui va pouvoir, on va dire, freiner ce processus d'adoption? Ça peut peut-être être la réglementation. On le voit avec la RGPD et la limitation de la circulation des données. Ça peut être également les salariés qui vont se dire mais pourquoi est-ce que je scirais la branche sur laquelle je suis assis? Non, je ne veux pas qu'une machine prenne mon travail, c'est non. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. La machine va être là pour nous affranchir des tâches à faible valeur ajoutée, donc ça ne rendra le travail que plus intéressant. Alors vous dites, un autre paragraphe, vous dites quelque chose qui est... Enfin, il y a tout un paragraphe qui est vraiment intéressant sur le smartphone, et vous dites, attention, Internet, c'est plus l'ordi, c'est plus la tablette, c'est le smartphone. Si vous comprenez pas ça, vous êtes mort. Vous donnez quelques chiffres assez incroyables et quelques exemples. Par exemple, le smartphone qui aspire littéralement l'attention. On voit que dans le métro, les revenus publicitaires chutent parce que les gens ne regardent plus les pubs, ils regardent le smartphone. Enfin, c'est tout bête, mais on comprend bien ce phénomène d'aspiration. Le fait que les contenus deviennent extrêmement visuels, oui, on lit moins sur les smartphones. Le morcellement des usages, enfin je vous laisse peut-être développer un petit peu. Pourquoi le smartphone est en train de tout aspirer avec une puissance incroyable? Parce que le smartphone, c'est déjà d'une part un outil informatique qui est formidable, c'est un des plus grands accomplissements de l'humanité en termes de technologie, parce que c'est quelque chose qui est fascinant, donc c'est le prolongement du bras, on l'a dans la main, et avec ça, n'importe qui en fait est omniscient, donc il sait tout, et il est omnipotent, il peut tout. Avec mon smartphone, j'ai accès à toute l'information du monde sur Wikipédia. Avec mon smartphone, je peux commander un produit, commander une pizza, commander une voiture. Crac, dans 2 minutes après, la voiture, elle est devant moi avec un chauffeur dedans. Donc c'est effectivement tout à fait grisant. C'est ce qui explique pourquoi aujourd'hui, l'essentiel de l'attention des citoyens, des consommateurs, elle est absorbée par ce smartphone. Heureusement d'ailleurs qu'on a une démarche culturelle pour essayer de nous faire prendre... conscience de ce biais-là, mais effectivement, l'attention, elle est détournée des médias traditionnels, la télévision, elle est détournée même des supports numériques, l'ordinateur, et elle est complètement, on va dire, concentrée sur le smartphone. Oui, alors vous dites, pour arriver à faire quelque chose sur un smartphone, il faut être utile, élégant, respectueux et malin. J'aime bien la formule. Et alors vous donnez 2 chiffres vraiment intéressants. Notamment, vous dites, attention, les applications, elles ne sont plus téléchargées sur les smartphones, c'est fini ça. Pourtant, il y a 2 millions d'applications, mais les gens ne les téléchargent plus. C'est fini. Il y a encore quelques années, on avait un annonceur ou même un éditeur avait le fantasme de dire mais je vais développer une application mobile et elle sera sur l'écran des smartphones, comme ça j'aurai des utilisateurs qui seront captifs. Ça, c'était avant. On est aujourd'hui en 2018. Tout mobinaute a son compte d'application, il a ses habitudes, principalement sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur WhatsApp, voilà, les grandes plateformes. Et pourquoi est-ce qu'il changerait d'habitude alors qu'il a déjà tout ça? Donc d'une part, il a les habitudes, d'autre part, il n'y a plus de place sur le smartphone, puisqu'on a des photos, on a des vidéos et ainsi de suite. Donc pourquoi j'irais m'embêter à télécharger une application qui fait 30 mégaoctets, qu'il va falloir que je paramètre, avec lequel il va falloir que je crée un compte, donc je trouve un nom d'utilisateur, un mot de passe. Non, je fais pas ça, moi j'ai des chatons à regarder sur Instagram, enfin c'est sérieux quand même, on peut pas... Et très concrètement... Ils ont autre chose à faire. Mais alors on fait comment du coup? Il n'y a pas de place pour les nouveaux entrants, alors c'est terminé? Alors il n'y a pas de place pour les nouveaux entrants si la seule solution qu'ils proposent, c'est une application qu'on trouve dans une App Store.
On peut faire autrement, on peut notamment proposer des sites web mobiles, on a des solutions techniques de contournement pour arriver à faire des choses un petit peu plus valides, et surtout pour apporter un contenu ou un service immédiatement, et pour ne pas imposer aux mobinautes le téléchargement, l'installation, la configuration d'une application qui pèse 30 mégas. Tout ça pourquoi? Pour avoir, en gros, ce qu'on trouve sur une page web. Non, ça c'est plus possible. Plus en 2018. Alors, vous dites d'ailleurs, créer une nouvelle application, c'est tenter de s'insérer dans seulement 5% des usages, puisque 95% sont pris par les plateformes, en fait. Oui. Peut-être ce qui peut contredire, mais alors c'est très exceptionnel, c'est des succès comme le jeu de réalité augmentée Pokémon Go, par exemple, qui en l'espace de 19 jours avait dépassé 50 millions d'utilisateurs. Mais ça, c'est des phénomènes incroyables, quoi. Alors, vous faites référence en gros à la répartition du temps que l'on passe sur le smartphone. Effectivement, 80-90% du temps aujourd'hui, c'est fait sur les applications qui sont installées nativement, donc l'email, le calendrier, les messages. C'est fait sur des jeux, c'est fait sur des outils de productivité, et c'est fait également sur des plateformes sociales. Donc le Pokémon Go, il s'insère dans ces 80-90%. Et alors le futur, ou pas plutôt le futur, c'est déjà aujourd'hui, bien entendu, du smartphone, c'est la reconnaissance vocale, vous l'avez dit, avec notamment les traducteurs automatiques qui vont nous rendre totalement omniscients, effectivement. La réalité virtuelle, la réalité augmentée. On voit par exemple Ikea qui développe des applications de réalité augmentée. Les chatbox, les voicebox. J'ai vu ça sur... Alors, les voicebots, c'est quoi la différence entre un chatbox et un voicebot? C'est pareil, c'est des robots à qui on peut demander des instructions, à qui on envoie des instructions avec un langage naturel. Pour les chatbots, c'est des instructions textuelles dans une application de messagerie. Pour les voicebots, il faut leur parler et voilà, on déclenche une action avec des instructions qu'on va leur donner. Et alors moi j'ai appris toujours sur votre blog quelque chose de génial, c'est qu'on peut très facilement, dites-vous, développer des chatbots grâce à des templates qui existent, qu'on peut adapter comme un PowerPoint, je dirais, hein, avec des fils de questions comme ça, questions-réponses. Vous dites que c'est très accessible, que c'est pas cher du tout. Moi je croyais que c'était réservé à des plateformes avec Siri, Cortana, etc. Et non, c'est... Nuance. Alors, on a des modèles de chatbot que l'on peut très facilement trouver et exécuter. On a des modèles, par exemple, pour les restaurants, pour les cinémas, pour des business assez simples, mais ce sont des chatbots génériques. Donc, ils ne font ni plus ni moins bien que les autres. On a également des templates de services vocaux qu'on peut mettre en œuvre. Aujourd'hui, on peut développer un service vocal sur Google simplement en remplissant une grille Excel. Si vous voulez faire un quiz, par exemple, vous mettez les questions, les réponses, vous envoyez ça à Google et elle vous développe une application vocale et après vous pouvez lancer le quiz avec votre smartphone. Donc, c'est le début. Et vous soulevez un problème qui est pas mince, c'est que on va être en mode conversationnel maintenant avec des machines, et que du coup ça pose la question de la culture, de l'identité, des valeurs de l'entreprise qui portent les messages, par exemple dans la traduction, dans un certain nombre de choses. Ça va pas être simple. Déjà que pour une entreprise, c'est compliqué d'exprimer ce qu'elle représente, ses valeurs sur le petit écran d'un smartphone. Et alors le faire à travers un service vocal, ça va être encore plus compliqué. Oui, puis on voit que les centres d'appel où c'est encore vocal, c'est des personnes qui répondent avec des grilles de réponses. On voit que déjà là, c'est pas simple du tout. On peut s'énerver très vite avec un opérateur téléphonique au hasard. Donc avec une machine, oui, on va devenir fou. Non, mais c'est une question qui est centrale. C'est qu'aujourd'hui, c'est quoi la voix de Renault, de Decathlon ou de la BNP ou autre? Est-ce qu'il faut que ça soit un homme, une femme, jeune, vieux? Est-ce qu'il faut qu'il soit distant? Est-ce qu'il faut qu'elle parle vite, moins vite? Et on revient à la question, Laurence de Villers, qui était présente à un des derniers rendez-vous du futur, parlait de l'éthique donc de la programmation des algorithmes. Et elle disait que justement, par exemple, le sexisme, ceux qui codent le code en question, les algorithmes, je veux dire... Ça reste de l'humain derrière le tuyau. Ça reste de l'humain. Donc, il y a un biais. Voilà, et vous disiez très justement tout à l'heure, le problème, c'est pas l'éthique du code, c'est l'éthique de l'humain. Et c'est effectivement... c'est pas l'éthique des machines, c'est l'éthique des personnes qui programment les machines. Puisque, encore une fois, les machines ne sont pas autonomes. Ça n'est pas vrai. Il y a forcément quelqu'un derrière qui va l'alimenter en données, donc qui va sélectionner le jeu de données, et il y a quelqu'un qui va superviser son apprentissage ou au moins le guider. Donc, en aucun cas, elles sont autonomes. Il y a forcément un humain derrière, un humain qui a des biais.
Donc qui a des préférences, on va dire, conscientes ou non. Mais ça veut bien dire que dans l'entreprise, là, il y a un vrai sujet. C'est pas juste des codeurs qui font des algorithmes, quoi. Mais il y a un vrai sujet également d'éducation. Ça, c'est. Je vois le temps qui file et je voudrais surtout pas qu'on oublie ce point de l'éducation, la culture numérique. Tu as prévu de l'aborder parce que vraiment, je veux qu'on l'aborde ce mais point. avant, pour finir sur le smartphone, une dernière question parce que ça va t'intéresser aussi, Éloi. Oui, que j'en ai un smartphone, je sais pas vous, mais. C'est le smartphone devient aussi la nouvelle télé. C'est-à-dire qu'on voit Facebook qui se met à financer des contenus, à produire des contenus pour le smartphone et tout un tas d'autres supports. Vous pensez que ça devient effectivement le nouveau support pour la télé du futur, quoi? C'est pas moi qui le pense. Regardez les chiffres que fournit Médiamétrie ou Comscore. C'est qu'aujourd'hui, dans les générations plus jeunes, génération Y, génération Z, ils ne sont plus devant leur poste de télévision, ils sont devant leur tablette ou leur smartphone parce que ça correspond mieux à ce qu'ils ont envie de consommer. Donc des contenus plus courts, des contenus à la demande, ceux qui les intéressent au moment où ça les intéresse. C'est les modes de consommation modernes. Voilà, c'est pas moi qui le dis. Et ça devient une télé sociale aussi, puisque du coup, les réseaux sociaux, ça fait partie du smartphone. Ouais. Avant, on se retrouvait autour d'un programme télé devant la télé. Aujourd'hui, on est chacun dans son coin à regarder sa séquence vidéo. On se retrouve sur le chat à côté. On peut. Je suis réservé sur ce côté-là. Je suis un petit peu réservé. Effectivement, chacun regarde la série dans son coin et on en rediscute le lendemain. Alors, on arrive au sujet dont vous voulez parler, effectivement, Éloi, qui est important, et on va l'aborder au travers d'un autre de vos papiers très intéressant, le gros chantier de 2018, réduire la dette numérique. Je vous invite à aller le lire. C'est quoi la dette numérique? La dette numérique, c'est le retard accumulé sur la compréhension et les usages autour du numérique. Et vous l'avez chiffré? Je ne l'ai pas chiffré. Ce sont des chercheurs, des spécialistes qui fournissent ce chiffre. Je crois même que c'est une étude de l'OCDE qui est absolument terrifiante. Si ma mémoire est juste, je crois que c'est un quart des personnes testées, donc sur différents marchés, qui sont incapables de réaliser des tâches basiques en informatique. Et 2 tiers qui sont à peine capables de réaliser des tâches de premier niveau, comme par exemple de rechercher un email ou de répondre à un email. Ça fait très très peur quand même. Et seulement 5% des personnes sont considérées comme ayant un niveau de compétence supérieur. Oui. Donc c'est une dette immatérielle qui finalement a un impact sur en vrai coût matériel pour le coup. Carrément, puisqu'on a pratiqué l'informatisation à outrance, en entreprise, à l'école ou dans les foyers, mais on n'a pas pris le temps d'expliquer à toutes ces personnes, donc les citoyens, les étudiants, les collégiens et les collaborateurs, à bien se servir de leur ordinateur. Donc on a aujourd'hui une vraie catastrophe. À l'époque, l'ordinateur, il nous faisait gagner du temps. Aujourd'hui, il nous en fait perdre parce qu'on a développé des mauvaises habitudes autour de la gestion des fichiers, autour de la gestion des emails. C'est une catastrophe et il faut y remédier. On a mis des tableaux numériques terrestres partout, mais on a oublié de former et accompagner les profs derrière. Complètement. Et puis on coupe les connexions à l'école notamment. Et l'impact économique, il a été chiffré, en fait, en France, c'est 8 500 € par an et par salarié. Donc cette fameuse dette numérique dont vous parliez. Et en fait, le sujet, c'est que vous dites dans les entreprises aujourd'hui, le problème des entreprises, c'est que pour elles, le numérique, c'est pas encore quelque chose de central. Le PDG de L'Oréal que vous citez dit l'e-commerce, c'est pas la cerise sur le gâteau, mais c'est le gâteau. Et donc le problème, c'est qu'aujourd'hui les entreprises continuent à sous-traiter. Elles internalisent pas ces compétences-là. Elles continuent à les sous-traiter en disant c'est un truc, c'est pas pour moi. Et que finalement le vrai souci, il est là, quoi. C'est beaucoup plus simple de sous-traiter, ça permet d'aller plus vite, ça permet de savoir où on va. Donc effectivement, sous-traiter la création et la gestion de son site web, sous-traiter son application mobile, sous-traiter son chatbot ou son voicebot. Sauf que, effectivement, vous sous-traitez tout ça, donc vous mettez sur le marché tous ces services, vous donnez l'illusion que vous maîtrisez tout ça, mais en fait non. L'entreprise, elle est dépendante de ses prestataires et on a une connaissance qui se perd en entreprise. Et ça, c'est grave, parce qu'on creuse la dette numérique. Mais alors vous, comment vous faites? Parce que vous accompagnez des entreprises, vous leur dites quoi? Vous leur dites, vous êtes un prestataire pour le coup. Est-ce que vous formez les collaborateurs? Je les aide effectivement à raccrocher les wagons et la première étape, c'est de leur faire prendre conscience. Puisque on peut partir du principe que tout salarié en France, il a un ordinateur, il sait à peu près se débrouiller avec.
il sait gérer ses emails, il sait aller naviguer sur un logiciel en ligne, donc il pense avoir la connaissance. Mais non, aujourd'hui, les technologies, les usages, les logiciels, ils ont beaucoup évolué. Et surtout, c'est pas tant ce qui se passe dans l'ordinateur qui a évolué que ce qui se passe à l'extérieur. Allez poser la question à n'importe quel salarié sur est-ce que votre entreprise elle est en danger? Il va vous dire c'est sûr, il y a les GAFA, il y a Amazon, tout ça, c'est dangereux, mais bon, ça fait quand même 50 ans qu'on existe, on va pas disparaître du jour au lendemain. Si, on peut tout à fait disparaître du jour au lendemain. Posez la question à, je sais pas moi, à Blockbuster, posez la question à l'Encyclopédia Universalis. Et ensuite, vous allez leur poser la question, mais et vous, est-ce que votre emploi est menacé? La première chose qu'ils vont vous dire, c'est non, non, avec tout ce que je fais, non, je passe mes journées en réunion, non, vous vous rendez pas compte. Effectivement, on ne se rend pas compte que vous servez à rien parce que vous ne produisez pas grand-chose. Vous passez votre temps à répondre aux emails, à passer d'une réunion à l'autre, mais concrètement, quelle est la richesse que vous produisez? Voilà une question intéressante. Donc la première étape, c'est ça, c'est essayer de faire prendre conscience de la fragilité des entreprises et des collaborateurs. Alors justement, toujours sur votre blog, j'ai appris que les choses justement que vous pointez quand vous arrivez dans une entreprise, c'est le fait, par exemple, de mettre en avant les principaux usages liés au numérique, notamment le fait que le smartphone, on l'a dit tout à l'heure, soit maintenant le premier écran devant la télévision. L'importance prise par les GAFA dans notre quotidien et dans l'économie, ainsi que l'étendue de leur empire, leur nombreuse diversification. Sur ce sujet-là, les GAFA, commentaires ou pas, ou est-ce qu'on va vers une hyper-concentration de plus en plus forte, ou est-ce qu'à un moment donné, Trump commence à tweeter de manière un peu frénétique sur les plateformes en disant, vous avez vu que ça fait shooter les cours des plateformes et tout, enfin, c'est un jeu. Non, effectivement, on est très très loin de s'imaginer à quel point les GAFA sont puissants. Donc Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, toutes ces méga entreprises, elles ont entamé un processus de diversification qu'on ne voit pas en France. Parce que pour nous, Amazon en France, c'est une boutique en ligne, sans plus. Alors qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus. Donc ils sont en train de développer des ramifications dans tous les secteurs d'activité, de prendre position, d'accumuler du cash. Ça, c'est important parce que si on n'a pas de trésorerie, on fait du surplace, il faut demander le crédit à la banque et la banque elle veut pas prêter. Donc ils sont en train d'accumuler des centaines de milliards de dollars de cash, 100 milliards, on est d'accord. C'est des montants que même la France n'a pas aujourd'hui, il faut dire ce qui est, en cash. Donc aujourd'hui on ne mesure pas l'inertie qui est accumulée par les GAFA et jusqu'où ils vont pouvoir progresser et monter. Et ils investissent de plus en plus dans ce qu'on appelle les pouvoirs régaliens, la santé, la sécurité, l'éducation et tout ça. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un risque de disparition des États, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les entreprises, et on voit par exemple les GAFA proposent à leurs salariés, et ils en ont beaucoup, proposent à leurs salariés des hôpitaux, les machins, etc. Ils ont déjà tout... Alors l'État va pas disparaître, par contre, ce que l'on va voir, c'est un phénomène de substitution. C'est-à-dire que si vous travaillez chez Google ou Apple ou Amazon, vous avez accès à une meilleure retraite, vous avez accès à une meilleure santé, vos enfants, vos parents ont accès à une meilleure éducation. Donc la méga entreprise se substitue à l'État, au pouvoir régalien. Mais est-ce que ça veut dire que du coup je rentre aussi dans j'allais dire la philosophie de l'entreprise, qui est celle du traitement de la donnée, par exemple sur la santé, ça veut dire que ok, on va vous soigner, mais il faudra que vous ayez votre bracelet self-quantified qui va vous... Est-ce que vous pensez qu'on va là-dedans ou... Encore une fois, je pense qu'il faut se mettre dans l'état d'esprit des autres pays du monde. En France, on a le luxe de pouvoir dire non, je refuse, je veux continuer à aller voir mon médecin, je refuse, je veux que le service public soit maintenu. Aux États-Unis, c'est pas pareil. Encore une fois, si vous ne travaillez pas chez Google ou Apple ou Facebook, la retraite, il y en a pas. Les soins, faut vous les payer. Alors que eux l'offrent pour les enfants, pour les parents. L'éducation, c'est pareil, il faut la payer, ça coûte une blinde. Donc c'est ça ou rien. On a reçu Alain Ducasse il n'y a pas longtemps, et il y a un sujet là-dessus. Et pareil pour l'alimentation, c'est pareil. Vous avez accès à travers les restaurants à une alimentation saine, ce qui est loin d'être le cas pour le reste des Américains. Donc c'est vraiment, ils sont partout, ils sont omniprésents, et c'est pour ça que c'est une vision très libertarienne jusqu'au bout. Parce que nous expliquait Alain Ducasse, qui n'est pas idiot, c'est le fait de dire que à un moment donné, le plaisir du repas va disparaître au profit de la santé, quoi. C'est-à-dire qu'on sera dans un monde où on va
tout réguler, notre santé, etc. Mais que quelque part, tout un tas de plaisirs risque de disparaître aussi. Et l'humain, c'est pas que de la régulation, quoi. Bah, peut-être, mais on aura beaucoup abusé dans notre alimentation, dans nos modes de vie. Donc à un moment donné, il faudra payer l'addition. Et ça veut dire réguler notre alimentation. Alors, pour finir la petite liste que vous abordez quand vous allez voir des entreprises, les avancées en matière d'automatisation et de robotisation, ainsi que les problèmes sur lesquels les industriels et chercheurs butent encore. Quel type de problème, par exemple, vous avez... Encore une fois, on est dans un débat très étrange autour de l'automatisation. C'est est-ce que les robots vont prendre nos travails à l'avenir? Mais ça fait 30 ans déjà qu'ils ont pris le travail. Les voitures, vous croyez qu'elles sont montées à la main? À 95%, c'est des robots qui les montent et tout se passe bien. Ça a permis de gagner en productivité, donc de pouvoir proposer des voitures moins chères sur le marché. Ça a permis de protéger les travailleurs qui sont moins exposés au risque de se blesser avec des machines-outils. Les robots, ils sont déjà omniprésents dans tous les objets que l'on consomme. Ce gobelet, cette table, cet écran, tout ça, c'est fabriqué par des robots. Et jusqu'à preuve du contraire, ça se passe bien. Donc les robots qui, quand même, remplacent massivement les emplois. Les robots qui, en fait, sont des machines immatérielles aussi. Hein. C'est pas que le côté physique du robot, c'est aussi les robots logiciels. Robots physiques ou robots logiques. Voilà. Effectivement. Et donc qui sont en train de remplacer massivement les tâches, et y compris les tâches expertes, et parfois surtout les tâches expertes. Du coup, alors on dit bien entendu que ça va créer plein de nouveaux métiers, et on voit effectivement qu'il y a plein de nouveaux métiers, compétences qui émergent. Pour autant, il n'est pas certain encore que ça compense complètement la perte en termes d'emploi. Comment vous voyez ça? Et en tout cas, quand les entreprises vous posent des questions là-dessus, comment vous répondez? Alors, avant toute chose, on avance dans l'inconnu. Donc, c'est très compliqué aujourd'hui de se projeter, de savoir comment tout ça va se passer. Encore une fois, regardons le passé. L'automatisation des chaînes de production, notamment dans l'automobile ou dans l'industrie, ça a commencé dans les années 60. Ouais. Donc, 61, la première chaîne en France. Eh oui, donc on a 50 années, on va dire, de retour d'expérience là-dessus. On a réussi jusqu'à présent à reconvertir tous ces salariés, ça s'est à peu près bien passé. Est-ce que les succès passés garantissent les succès futurs? Ça, je ne sais pas. C'est, à mon avis, aux régulateurs, donc au gouvernement, de faire en sorte qu'on puisse investir dans l'éducation pour former à ces nouveaux métiers, ou au moins pour former à des métiers que les robots, qu'ils soient physiques ou logiques, ne pourront pas remplacer à court terme. Si tant est que les États puissent garder justement leur pouvoir de régulation. Les États ou les continents. Ça va, on a au moins pour les 5 prochaines années, ça va. Ça, c'est le grand futur déjà, c'est la vision très long terme, 5 ans. Un mot de la fin, si on pouvait avoir un mot de la fin. Non, pas une question de la fin, un mot. Une question pour la fin. Il y avait un sujet très intéressant qui était terrible. Mais non-prédiction pour 2018. Alors, c'est quoi votre non-prédiction pour 2019? Allez hop. Les non-prédictions? C'est un de vos... Mais c'est un robot qui a dû l'écrire. Non, pas du tout. Non, c'est parce que tous les ans, je m'amuse à faire des prédictions pour l'an prochain. Et en 2018, pour prédire ce qui allait arriver en 2018, j'étais bien embêté parce qu'on a eu beaucoup d'innovations ces 3 dernières années. Donc, je n'ai fait que reformuler ce qui existait déjà. Donc, c'est les non-prédictions. 2019, enfin, je veux dire... Bon, 2018-2019, à mon avis, il n'y aura pas d'innovation technologique fracassante, puisque on a déjà largement à faire avec tout ce qui existe. Pas de nouvelle grande rupture là qui arrive. Non, on va plutôt être dans l'assimilation. Donc concrètement, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ces big data, avec cette intelligence artificielle, avec l'informatique quantique, par exemple, c'est quelque chose qui est dans le tuyau pour vous déjà, ou c'est encore un horizon On est au niveau de la recherche, l'informatique quantique. Le problème, c'est que pour stabiliser les fameux qubits, il faut des ressources énergétiques considérables pour pouvoir le stabiliser sur une microseconde. Donc on est encore très loin du compte. Ce que dit le rapport Macron, le rapport Villani, c'est que l'énergie nécessaire à la puissance de calcul en 2040 sera supérieure à l'énergie consommée au niveau mondial actuellement. C'est hallucinant. Bah oui, mais effectivement, on ne s'en rend pas compte, mais on consomme de plus en plus de contenus et de services numériques. Et derrière chacun de ces contenus et services, il y a un ordinateur, et cet ordinateur, il faut le nourrir avec du courant. Donc il y a une petite équation énergétique à travailler. Complètement. Partout, tout le temps. Et on doit faire des choix. Mais pour ça, il faut nourrir ces choix, il faut qu'on les sache, il faut qu'on les connaisse. Il faut qu'on fasse des choix conscients, c'est ce que je veux dire. Voilà. Je reviens toujours à #éducation, bien sûr. Allez, un petit mot de la fin quand même. Peut-être un mot positif. Mais bien sûr, positif. Mais peut-être pas à vous, Nils, sinon.
Mais non, moi, juste pour en ce qui me concerne, je suis ravi de l'échange parce qu'il est tout à fait, il est le reflet de tout ce qu'on peut trouver sur votre blog. Une fois de plus, j'invite vraiment les gens à aller voir parce que c'est extrêmement à la fois riche, détaillé, mais surtout nourri d'informations, quoi. C'est-à-dire que dans chacun de vos papiers, il y a des liens hypertextes, on peut aller voir plein de trucs. Voilà, c'est bravo, merci. Merci à vous. Le mot de la fin, j'aimerais qu'on termine quand même sur une note optimiste, parce que ces derniers temps, on est quand même très très pessimiste. On parle de problèmes de confidentialité, on parle de failles de sécurité, on parle de perte d'emploi, des robots tueurs et ainsi de suite. Est-ce qu'on pourrait essayer de relativiser tout ça et de positiver et de se dire que le numérique, il a quand même beaucoup participé à l'augmentation du pouvoir d'achat, au développement du PIB en France, qu'il a permis de créer des richesses, qu'il a permis surtout de généraliser la connaissance. Aujourd'hui, on a accès à toutes les connaissances du monde avec un smartphone. Il a permis de généraliser également la consommation, donc c'est quand même pas rien. Enfin, allez poser la question à quelqu'un qui vit en Corée du Nord, je pense qu'il aurait une vision très différente de la vision franco-française qui consiste à dire ah non, il faut se déconnecter, il faut arrêter tout ça. Voilà. Ceux qui disent ça sont ceux qui ont peur, qui n'arrivent pas à assimiler, qui n'arrivent pas à se projeter. Moi, j'aimerais qu'on soit un petit peu plus optimiste par rapport à tout ça et qu'on voit le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Merci beaucoup Fred Cavazza, merci Nils Aziosmanov, merci à tous ceux qui ont préparé cette émission. Alors maintenant, on va mettre le cap gaiement sur la 107e émission qui sera avec un copain à vous, je pense en tout cas une vieille connaissance, Olivier Ezrati. Ça fait sans doute une vingtaine d'années que vous le côtoyez aussi un peu partout. On se suit évidemment partout sur les réseaux et puis à tout de suite d'ailleurs sur les réseaux. À plus tard. Merci, bonne soirée.